Si tu anticipes, alors tu as peut-être quelque chose à voir avec un philosophe. Un philosophe est un anticipateur de notions et de conduites à venir. La question se pose. Je ne sais pas si vous voyez donc l'homme de Vitruve qu'on a représenté ici, qui nous suit un petit peu depuis le début de ces rencontres d'Agen, qui s'en est pris déjà plein la figure, le pauvre. À chaque table ronde, on lui met un taquet. Donc là, on va en mettre un autre. En fait, là où la question de la maladie d'Alzheimer, elle est particulièrement intéressante dans cette problématique du nouvel humanisme ou de quel être humain est-ce qu'on veut pour demain, c'est parce que hier ou avant-hier, en tout cas, l'être humain s'est longtemps défini ou auto-défini par sa capacité à avoir une réflexivité, une volonté autonome, une responsabilité. L'époque des Lumières, les révolutions démocratiques qui ont pu avoir lieu au XVIIIe siècle étaient un peu centrées sur cette idée que un être humain complet, digne de respect, digne de considération, valide, c'est un être humain qui est en pleine possession de lui-même. On a vraiment cet imaginaire de la domination de soi par soi-même qui infuse de toute la philosophie cartésienne, de toute la philosophie rationaliste, qui va venir indexer le droit de cité à une capacité à être autonome, mettre en son navire d'une forme d'identité, d'une forme de responsabilité devant autrui, répondre de ses actes. Là où aujourd'hui, cette définition-là, elle est interrogée, elle est questionnée, c'est par exemple ces maladies évolutives comme la maladie d'Alzheimer qui petit à petit vont faire basculer un être humain autonome, responsable, doté d'un bagage mémoriel, identitaire propre, va le faire basculer peut-être aux frontières de cette identité-là ou dans des situations où la dépendance va être de plus en plus forte, où les frontières entre le monde partagé et le monde subjectif, individuel, vont être de plus en plus fortes aussi. On n'est plus sûr qu'on vit exactement dans le même monde, où la difficulté à cohabiter va commencer à émerger. Et c'est pour ça que, loin d'être une table ronde ici uniquement sur la maladie d'Alzheimer en tant que pathologie, ce qu'on va essayer d'interroger, je pense tous les trois, ça va être comment la maladie d'Alzheimer, comme objet bien sûr clinique, mais aussi objet social, politique, philosophique, nous permet de venir interroger les frontières de l'humanité, la nouvelle définition de l'humanité qu'on va pouvoir apporter demain peut-être, et peut-être critiquer cette vision telle que je la décrivais avant, entièrement basée sur le volontarisme, l'identité personnelle, l'autonomie de l'individu face à ses pairs. Pour parler de ça, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Pierre-Marie Ledos, qui est directeur du département de neurosciences à l'Institut Pasteur, qui est aussi, comme il me l'a dit, un protégé de Michel Serres. Et j'ai aussi le plaisir d'accueillir Bertrand Hagenmüller, qui est sociologue et qui est réalisateur d'un film qui suit des soignants et des patients atteints de la maladie d'Alzheimer pendant 15 jours dans une maison, mais je pense qu'on pourra en parler un petit peu après. Film qui est sorti en avril 2025 et dont on va voir la bande-annonce ensemble à l'instant. C'est notre maison pendant 2 semaines, tu sais. On est tous ensemble là et on fait du théâtre. Est-ce qu'il vous arrive d'oublier des choses, madame? Non. A tourist in a dream. Vous savez où j'habite, moi? Tu sais descendre un escalier et tu sais plein d'autres choses. Tell me what you see. I need something Moi-même, je sais pas où more. je vais, mais j'y vais. Attends, je viens avec toi. Kiss, suddenly alive. Avec ces personnes qui sont malades, c'est de l'affection. Et c'est par là qu'on gagne. Est-ce que vous aimez éplucher la patate Non. et manger la patate? Oui. Ah bah dis donc. Il n'y a plus cette relation soignant-soigné. On vit en famille. Elle est pas mal, cette équipe. T'as de la vie, t'as
la musique, t'as tout. C'est tout simple en fait. Connard, vous êtes vraiment mal élevé. Je suis mal élevé, oh sans doute, je le dirai à mes grands. Tout le monde m'emmerde et tout le monde me bloque. Ça suffit. Vous avez trop de poètes. Je trouve ça incroyable tout ce qu'ils peuvent faire avec leur maladie. Moi, si je vais signer pour bosser dans ce manoir, je signe direct. Touch, sweet touch. You've given me too much to feel. On peut vivre ensemble, on n'est pas pareil, et pourtant on peut y arriver. I need something. Si on le fait pas, c'est toujours le bordel. Je commencerai donc peut-être par cette question, Bertrand. Est-ce que c'est un film sur la maladie d'Alzheimer que vous avez réalisé ? Alors, bonjour d'abord, peut-être. J'ai l'impression que, évidemment, je vais avoir une réponse de Normand, c'est oui et non. C'est un film sur la maladie d'Alzheimer et son accompagnement, parce que, pour le replacer un tout petit peu dans son contexte, en fait, c'est une trilogie j'ai fait 3 films sur la maladie d'Alzheimer. Un premier, il y a quelques années, qui est sorti au cinéma, je crois, en 2019, qui s'appelait Prendre soin, qu'on a réalisé avec Bernard Benatar, qui est là d'ailleurs. Et c'était un film vraiment d'immersion dans des unités Alzheimer auprès de plusieurs soignants. Donc la question, c'était qu'est-ce que ça veut dire, cette question du soin dont on parle beaucoup, dont les soignants disent que c'est la chose fondamentale, la relation de soin, et on a parfois du mal à la nommer. Donc l'enjeu, c'était d'essayer de mettre des images sur cette relation-là. Puis après, il y a eu la période du Covid, et donc du coup... une des équipes avec laquelle j'avais filmé m'a proposé on s'est engagé dans un second film sur vivre en unité Alzheimer pendant la période du Covid. Qu'est-ce que ça veut dire soigner, y compris dans des moments durs, d'épreuves. Voilà, quelle imagination on trouve pour que ça soit encore possible. Les soignants se sont d'ailleurs filmés eux-mêmes pendant 1 an. C'était assez unique, cette expérience-là. Et puis, à la fin de ces 2 films-là, ces 2 premiers films, la question s'est posée, et maintenant on fait quoi ? Et là, j'ai eu très envie de dire, maintenant, on va essayer d'imaginer qu'est-ce qu'on pourrait imaginer d'autre comme soin ? Est-ce qu'un autre soin est possible ? Ou est-ce que d'ailleurs soin, c'est le terme ? Est-ce qu'un autre prendre soin est possible ? Et donc du coup, on a eu cette idée de partir. Alors évidemment, ça s'est pas fait comme ça d'un coup. Un film, ça met plusieurs années à se mettre en place. Et j'ai rencontré Emmanuela Barbone qui faisait du théâtre d'improvisation. J'y reviendrai peut-être après. Il faisait déjà des tournées avec des personnes atteintes par la maladie d'Alzheimer et des soignants. On partait aux 4 coins de la France jouer du théâtre. Je trouvais ça assez extraordinaire. Je me dis, allons-y, et si on imaginait de vivre ensemble dans un lieu non médicalisé, ou en tout cas où le soin revient à sa juste place, j'y reviendrai peut-être, un lieu ouvert, un lieu avec des enfants, un lieu avec des artistes, donc pas que des professionnels du soin. Qu'est-ce que ça veut dire, vivre dans un lieu comme ça, ensemble, et de manière... et aussi créer ensemble. Donc en ce sens-là, c'est un film sur la maladie d'Alzheimer, en tout cas ça se sent sur votre question. Mais je dirais non aussi, puisque je pense que c'est un film qui parle de l'accompagnement des vulnérabilités en général. Enfin, moi, en tant que sociologue, c'est aussi mon métier de m'intéresser à ça, et pas que auprès des personnes âgées dépendantes ou des personnes qui ont cette maladie. Je pense que la question se pose à nous tous. Qu'est-ce qu'on fait pour accompagner les personnes les plus fragiles, les personnes dont on dit qu'elles sont vulnérables ? Évidemment, ça dit beaucoup d'une société aussi, ce qu'elle met en place pour accompagner les personnes les plus vulnérables. Et puis, plus largement, si vous avez un jour l'occasion de voir le film, on va en voir d'autres extraits. Je pense que c'est un film sur comment on fait vivre une communauté joyeuse, une communauté heureuse, une communauté qui partage alors qu'ils ont des âges différents, qu'ils ont des visions du monde différentes. Et dans cette communauté, il se trouve qu'il y a des gens qui ont la maladie d'Alzheimer, mais qui sont avant tout des gens avec leur singularité. Et moi, je raconte souvent qu'à la fin du tournage, moi, j'étais peut-être parfois j'avais plus d'affinité avec Didier, par exemple, qu'on va voir, qui a atteint la maladie d'Alzheimer, qui était devenu un ami, un proche, plus peut-être qu'un soignant qui, lui, n'avait pas la maladie. Donc, finalement, l'expérience de ces 15 jours, c'est aussi une expérience où on traverse la frontière de la partition malade, pas malade, et où on rencontre des personnes. Donc, c'est peut-être un film sur l'expérience d'une communauté joyeuse qui ne viennent pas du même endroit et qui ne pensent pas le monde de la même manière au départ. Et c'est intéressant parce que la maladie d'Alzheimer a cette particularité puisqu'elle elle va venir peut-être altérer la vision traditionnelle qu'on a de ce qu'est un sujet, une personne. On ne peut pas vraiment dire qu'on a la maladie d'Alzheimer comme on dit j'ai un rhume. C'est une maladie qui est quand même qui va venir peut-être toucher à quelque chose de la définition de qui on est. Et
Peut-être qu'on peut commencer de manière assez simple, cliniquement, qu'est-ce que c'est que la maladie d'Alzheimer? Qu'est-ce qui se passe dans un cerveau de personnes qui est atteinte de cette maladie? Merci beaucoup pour la question et bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. Ravi de venir rendre des comptes ici en tant que chercheur. Finalement, une partie de l'argent de vos impôts sont utilisés pour comprendre ce qu'est l'humain et apporter le plus grand soin. Donc, ravi d'échanger avec vous sur l'état des lieux et l'état de l'art, surtout dans le domaine des maladies neurodégénératives. Alors, qu'est-ce que la maladie d'Alzheimer? Eh bien, vous m'entendez bien au fond? Oui. Donc, comme vous le savez certainement, il s'agit d'une maladie lente, progressive, qui atteint les cellules les plus précieuses du cerveau, à savoir les neurones. Elle porte le nom du neurologue et psychiatre en même temps, qui avait observé une patiente de 51 ans à Francfort. Et à l'espace de 5 ans, il avait été fortement perturbé par l'évolution rapide de signes qui consistaient à avoir des troubles du langage, des troubles de la mémoire, une dissociation dans l'espace, une capacité de pouvoir se déplacer et en tout cas revenir. Et puis donc à son décès, il a fait l'autopsie et il a été le premier à rapporter ce qu'on pouvait observer comme signe clinique dans le cerveau, à savoir l'apparition des plaques, et qui sont donc responsables de la disparition de ces neurones, et pour d'autres neurones, l'apparition à l'intérieur de ces neurones des fibres. Donc on parle de maladie soit avec une expression de plaques, vous avez certainement entendu parler peut-être des amyloïdes, peu importe, et donc soit les plaques, soit le neurone lui-même forme ces fibrilles. Et donc aujourd'hui, on sait qu'il y a deux formes dans 1% des cas. Ce sont l'origine est génétique, 100% d'héritabilité, 1%. Ce sont toujours des signes précoces, ce sont une maladie qui apparaît avant l'âge de 65 ans. Et donc, dans 95 et un peu plus % des cas, on a des formes dites sporadiques qui sont, et on le verra, et c'est aussi le but de ces rencontres sur définir l'humain, eh bien, qui sont la rencontre d'une partie de la transmission génétique avec des gènes de susceptibilité, mais qui peuvent ou pas s'exprimer. Et donc là, on voit ici une des dimensions de ce qu'est l'humain, finalement, qui n'est rien d'autre que le produit de ces gènes et de l'environnement. On parle aujourd'hui de l'exposome. Vous voyez, qu'est-ce que vous faites avec votre cerveau? Est-ce que vous lisez? Est-ce que vous regardez Cyril Hanouna tous les soirs ou pas? Vous voyez, donc il y a des conditions assez toxiques et d'autres qui sont plutôt qui nous permettent d'épanouir notre cerveau. Et donc on sait que cette pathologie, dans la plupart des cas, est le produit des deux. Ça veut dire aussi qu'il faut voir cette émergence de cette pathologie pour l'humanité comme étant aussi des conséquences de notre société que nous construisons. Alors pas que, mais aussi de notre société. Entre 3 et 5% des sujets âgés de 65 ans sont concernés. Et puis, comme on l'a dit, c'est une pathologie qui apparaît aussi avec le vieillissement. Donc, quand on a des âges de plus de 80 ans, là, on est environ à 30%. Vous voyez, donc le premier facteur dit de comorbidité, c'est l'âge. Mais, comme on aura l'occasion de le redire, pas que. On peut être âgé et être en bonne santé mentale, parce que la grande révolution aussi des neurosciences, c'est de nous dire aujourd'hui qu'il y a un âge biologique, il y a un âge chronologique. L'âge chronologique, on ne peut pas le modifier, c'est l'âge du passeport ou de la carte d'identité. L'âge biologique, c'est qu'est-ce que vous faites avec votre corps? Qui sont vos amis? Vous voyez, l'interaction avec l'autre. On a parlé de soins tout à l'heure avec Bertrand, et ça, c'est évidemment un des facteurs qui contribue à la bonne santé dans le temps, c'est la qualité des rapports sociaux que l'on a. Donc, je suis ravi de voir qu'il y a toute une réflexion sociétale sur comment améliorer les relations à l'autre. Voilà, je ne veux pas faire très long sur ce qu'on peut dire très rapidement sur ça. Après, on pourra peut-être parler, si vous en avez envie, des thérapies. Qu'est-ce qu'on a comme espoir aujourd'hui? Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui ne marche pas?
En tout cas, c'est à une époque où on vit une véritable épidémie de solitude, où effectivement le lien social se dissout et où la consommation de produits ultra transformés, par exemple, va venir perturber notre équilibre interne. C'est aussi, et là où vraiment on insiste lourdement, je pense, là-dessus, c'est que la maladie d'Alzheimer n'est pas qu'une maladie du cerveau finalement, même si effectivement on en voit des marques sur les neurones. Elle a justement des facteurs externes et elle appartient aussi à la manière dont l'individu a pris soin de son corps pendant toute sa vie. Mais c'est vrai que c'est les symptômes les plus spectaculaires ont lieu dans notre façon de parler, de se souvenir. C'est pour ça qu'on l'attache souvent à quelque chose de purement mental aussi. Alors, ce qui est intéressant de dire peut-être à ce niveau-là, c'est que finalement, on s'aperçoit qu'une personne qui a pris des somnifères ou des anxiolytiques de façon chronique, parce que c'est normal d'en prendre si on a des troubles du sommeil, on ne peut pas avancer dans la vie sans dormir, donc on peut s'appuyer sur ces béquilles chimiques. Mais en tout cas, l'épidémiologie nous dit qu'une personne qui en a pris de façon discontinue sur près d'un an, eh bien, arrivé à l'âge de 65 ans, elle multiplie par 7 la probabilité de voir la maladie advenir. Donc vous voyez que ce n'est pas anodin et que l'humain, il est aussi comme un millefeuille, toutes ces couches qui vont s'empiler de notre histoire, l'histoire du sujet. On parlait du milieu intérieur, on parle du microbiote intestinal, bien qui est lui-même dans sa composition le reflet de ce que l'on mange. Donc posez-vous la question, qu'est-ce que j'ai pas mangé depuis 3 ou 4 semaines pour le manger, vous voyez, parce qu'il n'y a pas de recette. Je peux vous dire des choses après, en aparté, mais les bonnes choses et les mauvaises choses. En tout cas, le foie gras ici, ça va, ça fait partie des bonnes choses. Mais en tout cas, voilà, l'idée que ce cerveau qui a été vu pendant des années dans une boîte crânienne isolée de l'environnement, aujourd'hui, la boîte crânienne, elle est perméable, et on se rend compte que finalement, le cerveau, c'est dans la maladie d'Alzheimer, ce n'est rien d'autre qu'un organe enflammé, comme on est enflammé peut-être du côlon, comme on peut être enflammé du foie à un moment donné. Vous voyez, c'est une inflammation et qui est le produit de ce que j'ai dit, de notre vie, de nos gènes bien sûr, mais aussi de notre style de vie. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose, Bertrand, ou on peut peut-être passer au visionnage du premier extrait, puisque tout le long de cette table ronde, on va alterner entre des moments, on va s'appuyer sur des témoignages des patients eux-mêmes, des soignants, et être en dialogue avec l'expérience concrète de cette maladie. Donc peut-être qu'on peut passer le... Peut-être, juste je peux l'introduire un tout petit peu l'extrait, puisque comme c'est... Et aussi peut-être, est-ce qu'on peut fermer les lumières quand on a... Parce que du coup, c'est très sombre quand on voit la vidéo. Oui. Merci beaucoup. Oui, juste là, on va voir Didier, qui nous parle du brouillard. Vous allez voir, avec une poésie incroyable. Didier est atteint de la maladie d'Alzheimer et on est dans cette grande résidence ensemble depuis un certain temps. Et comme d'habitude, Didier veut partir, il veut fuguer parce qu'il dit, enfin fuguer, c'est pas du tout le bon terme d'ailleurs. Il veut rejoindre sa maison qu'il pense être juste à côté, donc il la cherche un peu désespérément. Voilà. Et donc là, on va le retrouver quand il revient à l'intérieur du manoir dans lequel on vit. Non mais c'est inouï parce que j'arrive ici, je regarde et je connais tout par cœur. Mais quand je suis arrivé en me disant il faut que je retrouve ma maison, j'ai pas été foutu de me souvenir de ça. Bon, c'est un problème physique, incontestablement. J'en parlerai à mon toubib. C'est bizarre, hein? C'est merveilleux. C'est très curieux ce mot de brouillard. Brouillé et brouillard. Ça fout la trouille, hein, le brouillard, finalement. Parce que ça peut être très dangereux. Puis on est un peu perdu. On a beau essayer de s'y cacher, quand on est dans un endroit où il y a du brouillard, on le prend dans la gueule. On ne se rend pas compte, quelquefois, brouillard, on se dit c'est un changement, c'est du bricole.
Mais en fait, ça peut aussi être une signification d'une chose qui ne marche pas chez vous, qui déraille. Le brouillard, c'est quelque chose qui vous cache, qui vous détruit. Parce que vous ne savez pas où vous allez, vous ne savez plus où vous êtes dans un état à côté de vous, contre vous. Alors c'est assez pénible, mais il faut essayer de se débrouiller, si je peux m'exprimer ainsi. Mais l'expression est bonne, se débrouiller. Mais ça veut dire clairement se défendre contre le brouillard. Ouais, je trouve que cet extrait est très fort parce qu'il permet de donner la parole à un patient. Moi, la première question qui me vient après avoir vu cet extrait-là, c'est de savoir quelle est la place qui est accordée, quelle est la latitude qui est accordée aux personnes qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer pour avoir de la lucidité, de la réflexivité et droit au chapitre sur la définition de leur propre maladie. Peut-être Pierre-Marie ou Bertrand, je vous laisse... Ouais, peut-être un petit mot. Oui, moi j'ai été un peu subjugué en fait quand Didier commence à nous parler du brouillard. En fait, on sait pas très bien s'il fait référence à la maladie ou pas, probablement pas. Mais en tout cas, ou probablement si, je sais pas, je vois. En tout cas, ça fait vraiment écho à cette question de la maladie, et je trouve que ces mots sont magnifiques quand il dit finalement, il faut savoir se débrouiller, c'est-à-dire se défendre contre le brouillard. Et en même temps, moi je me dis souvent, ce qui est intéressant, c'est que l'enjeu d'ailleurs est moins de comprendre que de prendre ce que l'autre nous dit pour entrer en lien avec lui. Et pour avoir animé un certain nombre de cafés philo, par exemple, avec des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, évidemment qu'il y a des choses magnifiques qui se disent, parfois parce qu'elles sont un peu décalées, ce qui leur crée un caractère poétique, mais souvent aussi parce qu'il y a une vision du monde qui est intacte, une capacité à dire le monde. Et quand on fait un film documentaire, d'ailleurs, l'enjeu, c'est toujours d'aller chercher plutôt des auteurs que des acteurs. C'est un film de fiction, on va chercher des acteurs. Quand on fait un documentaire, on cherche des auteurs, c'est-à-dire des gens qui sont capables de nous raconter quelque chose, de d'écrire leur vie. Évidemment, quand on est avec des personnes qui ont la maladie d'Alzheimer, la question se pose, quel récit je peux faire de ma vie ? Et si on cherche un récit, comme tu le disais tout à l'heure, bien structuré, etc., autour du libre arbitre, etc., on ne l'aura pas. Mais par contre, c'est très important de faire de l'autre non pas un objet de soin uniquement, hein, c'est-à-dire quelqu'un à qui qu'il faudrait pouvoir aider, ah oui, de quoi vous avez besoin, mais aussi un sujet qui pense le monde. Et donc du coup, on s'aperçoit que philosopher avec les gens qui ont la maladie d'Alzheimer, évidemment que c'est possible le plus souvent, et qu'on a des choses qui sont très belles, très fortes, etc. Et la dernière chose que je voulais dire aussi, c'est que, en tout cas, dans la démarche de faire un film documentaire comme celui-là, Les Esprits Libres, l'enjeu, c'est aussi toujours, et au-delà d'ailleurs de ce film, comment on colonise pas le discours des gens, parce qu'on a vite fait envie, je crois, de parler à leur place. On a envie de parler à la place des personnes qui ont la maladie d'Alzheimer parce qu'on se dit, voilà, il sait pas bien s'exprimer, On a envie aussi beaucoup de parler à la place des soignants. Ça, c'est une tentation très forte. Alors, avec plusieurs raisons, j'allais dire. Hein. Je dis souvent qu'il y a plusieurs formes de domination qui s'exercent. Il y a la domination du type paternaliste, hein, c'est-à-dire moi je sais ce qui est bien pour toi, donc je vais parler à ta place. Hein, donc je vais parler à ta place, toi qui es malade ou toi qui. Il y a la domination de type victimisation, quoi. Oh le pauvre, voilà. Donc on réduit l'autre à un statut de victime, et en faisant uniquement une victime, on l'empêche de dire son monde, de dire, parce que une victime se réduit à quelque chose qu'elle subit et ne serait pas capable de penser le monde. Et puis il y a aussi la tentation de l'exotisme, c'est-à-dire ah oui, voilà, c'est merveilleux, c'est extraordinaire ce qu'ils disent, ce qui est aussi un penchant, on peut tomber là-dedans, c'est-à-dire oui, dès que quelqu'un malade parle et dit quelque chose, c'est extraordinaire ce qu'il a raconté. Parfois non, parfois c'est pas extraordinaire. Et retrouver une humanité commune, c'est aussi de se dire on peut dire des conneries comme on peut dire des trucs intéressants, qu'on soit malade ou qu'on soit pas malade. Donc essayer de décoloniser le discours, je crois que c'est la tentative d'un film documentaire, c'est de redonner la parole à ceux qui vivent et à ceux qui sont auteurs. Voilà. Et donc, je le disais,
Aux personnes malades, ça c'est évident, parce qu'on leur prend leurs mots et on leur prend leurs paroles. Et quand je dis paroles, ce serait au sens large, parce que c'est une manière de s'exprimer, parfois par le corps, par l'émotion, et pas uniquement évidemment par la parole. Mais je tiens à le dire aussi, on prend la parole aussi souvent des soignants, qu'on met justement dans une position souvent soit de coupable de maltraitance, soit de victime d'un système qui les écrase, mais rarement on les entend véritablement parler sur le sens de ce que ça veut dire accompagner quelqu'un qui est fragile, qui est vulnérable, etc. Donc il y a vraiment cet enjeu-là, et je crois qu'on peut, quand on pose une caméra, entendre des choses très belles, et vous verrez, essayez. C'est un exercice intéressant, parce que la caméra, on dit souvent qu'elle peut inhiber, parce qu'on a peur, on se dit on va dire une connerie. Moi, je crois que si on le fait avec tendresse, souvent, elle nous permet à tous d'être plus intelligents. C'est-à-dire, parce qu'on se dit, oula, ma parole vaut quelque chose. Alors évidemment, il faut passer le stade du premier moment, qui est le moment du discours. On raconte quelque chose. Moi, si vous me posez une question, je vais commencer par faire mon petit discours, que je connais par cœur. Et puis on va essayer d'aller chercher de la parole fraîche, c'est-à-dire de la parole qui n'a pas encore été dite et redite. Et la caméra aide ça, à condition de laisser du silence. Didier, quand je suis allé l'interroger sur ça, au début, il me parlait d'autre chose. Et puis à un moment donné, il y a un silence. J'ai pas essayé de recouvrir son discours, pas essayer de dire « Ah, c'est ça que vous voulez dire ». Juste laisser du silence et de l'espace pour que la pensée advienne, ce qu'on fait assez peu, parce que quand on est face à quelqu'un qui a la maladie d'Alzheimer, par exemple, on se dit « Ah oui, c'est ça que tu veux dire », on essaye de l'orienter. Et du coup, laisser ce temps-là, on s'aperçoit que là, une espèce de seconde respiration, et la pensée devient d'une profondeur et d'une fraîcheur souvent insoupçonnée et insoupçonnable. Puisque ces rencontres sont placées sous l'égide de demain, que sera la médecine de demain ? Eh bien, c'est la médecine des 4 P. Le premier P pour préventif. On intervient sur une personne saine. Le deuxième P, c'est prédictif. On peut, basé sur la collecte d'informations, dire si vous ne prenez pas cela, vous aurez cela. Le troisième P, ça va être personnalisé. Finalement, nous sommes 8,2 milliards de terriens. Sur la Terre, il y a 8,2 milliards de nuances de gris, matière grise. Vous voyez ? Mais le quatrième P, qui est intéressant pour ce que l'on vient d'entendre maintenant sur cette annonce, sur cette bande vidéo, le P de participatif. C'est-à-dire que le savoir, il n'est pas uniquement dans le domaine académique. Il y a aussi un savoir expérientiel. Et c'est là où, finalement, l'écoute du patient peut évidemment enrichir la communauté. Donc ce P de participatif, c'est de pouvoir, en tant que patient, relater de son vécu, et de façon à être une béquille pour les autres personnes atteintes, parce que, bon, je peux rentrer dans les détails, mais notre cerveau, lorsqu'il est dans l'échange, ça marche beaucoup mieux s'il est dans ce sentiment d'appartenance. Vous voyez, il faut qu'il y ait quelque chose qui nous unit. On a besoin de confondre je et tu en à nous, mais à condition qu'il y ait des choses que l'on partage. On apprend mieux par ses pairs, avec ses pairs. Vous voyez. Donc c'est là où le statut du patient, entre guillemets, expert, est évidemment une valeur importante dans cette dimension-là du soin. Donc important pour les autres patients, important pour les soignants, puisque on peut aussi apprendre par l'écoute et mieux définir les zones du savoir et ce qui reste encore à comprendre. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans ce que l'on a entendu avec les jeux de mots, évidemment que dès lors qu'on est sur des pathologies qui atteignent le cognitif, le langage, la raison, la mémoire, on a toutes les émotions qui sont là. Et ça, c'est un beau vecteur aussi pour communiquer en tant qu'expert, eh bien, par l'humour, par l'expression des émotions. Et on a vu qu'il y avait, dans cette démarche-là thérapeutique, il y avait les arts comme aussi vecteurs, médias des émotions.
Voilà pourquoi donc je crois que c'est important de donner ce statut aux patients d'experts aussi. Ouais, et puis juste pour prolonger, parce que ça me fait penser à ça, les 4 P dont tu parles, j'ai l'impression que ça donne lieu à un 5e, peut-être c'est celui du pouvoir d'agir ou de la puissance d'agir. Et ça me semble essentiel de retrouver en chacun le sentiment d'avoir prise sur sa vie, quoi. Et quand on est justement dans des troubles de mémoire importants, etc., le sentiment d'être dépossédé de sa vie, de pas avoir prise, d'être dépendant des gens, d'être tous, il est gigantesque. Et ce sentiment d'être dépossédé, on peut tous le partager à des degrés différents dans des expériences de vie. Enfin, on sait bien ce que ça veut dire d'avoir l'impression que les choses nous dépassent, de se sentir impuissant. Donc retrouver du pouvoir d'agir et permettre à chacun d'en avoir, ça veut dire aussi créer un langage commun. Vous parliez effectivement, quand on est parfois colonisé par un discours médical qu'on comprend pas, on a vraiment le sentiment d'être hors de soi. Donc comment retrouver et permettre à chacun de retrouver son pouvoir d'agir et sa puissance d'agir pleine et entière, sa pleine vitalité, avec la maladie ou sans la maladie. Et ça, il me semble que c'est un enjeu collectif important. J'ai une question qui me vient, qui me vient là, à vous entendre parler. On parle du corps médical, on parle des soignants, on parle des patients. Il y a quand même la famille. C'est-à-dire que la famille, comme première interprète de la maladie, peut-être comme une volonté de gérer la vie de la personne à sa place, souvent une impatience, une non-professionnalisation aussi qui conduit à une mécompréhension de la maladie. Et je vois bien quand même que dans le film Les Esprits Libres, c'est des patients qui ne sont pas avec leur famille, qui ne sont pas dans leur cercle familial initial. Quelle est la place de la famille dans la prise en charge de cette maladie ? Est-ce qu'elle ôte du pouvoir d'agir en voulant trop bien faire ? Est-ce que c'est à elle d'en donner ? En tout cas, des familles, il y en a plein. Il y a certaines qui ôtent du pouvoir d'agir, d'autres qui en donnent, j'imagine. Donc c'est difficile de savoir a priori ce qui est à peu près sûr. Par contre, si on généralise un petit peu, au-delà de comment chaque famille se comporte, c'est que là, pour le coup, je pense que l'institution, alors je dis institution, par exemple, justement, tous ceux qui sont en charge, dont on dit qu'ils sont en charge d'accompagner les personnes vulnérables, je pense aux EHPAD, par exemple, si on pense aux personnes atteintes par cette maladie, c'est souvent là qu'ils se retrouvent. Comment l'institution devient une institution lieuse ? C'est-à-dire, c'est plus uniquement la question est-ce que je prends en charge ou est-ce que je prends pas en charge quelqu'un de malade. Ma question, c'est la question du lien. Comment, en tant qu'institution, on est là pour aider les gens à se solidariser, à créer une communauté autour de la personne vulnérable. Et avec la personne vulnérable d'abord, et à son initiative quand c'est possible, c'est-à-dire qui est important pour moi. Et comment moi, en tant qu'institution, je vais aider les gens à se mettre autour de la table. Parfois, il suffit d'un rien, un coup de fil, de dire oui, ça serait bien que vous soyez là, qu'on en discute ensemble. Et dès que les gens arrivent d'ailleurs dans l'institution, comment on organise, comment on aide les gens en tout cas à organiser cette solidarité. J'ai l'impression que ça nous sortirait un peu de la dichotomie entre soit je suis chez moi, soit je suis en institution. Entre tout ça, il y a un monde organisé, il faut tout un village, sans doute on dit pour élever un enfant, il faut tout un village, peut-être en tout cas, pour s'entraider autour des vulnérabilités. Et en ce sens-là, la vulnérabilité ne peut pas être qu'une question institutionnelle. C'est-à-dire, je paye mes impôts et occupez-vous, vous, professionnels, des gens fragiles. On doit en faire une question de société, une question de solidarité concrète. On a un système formidable de redistribution qui fait, enfin, même s'il est critiquable et qu'on manque d'argent, mais quand même, on a de l'argent pour que des gens s'occupent de personnes fragiles. Et ce système, il est incroyable, mais sauf qu'au bout d'un moment, on a l'impression que c'est, moi j'appelle ça la monoculture de l'aide institutionnelle. C'est-à-dire qu'on a des grands champs de personnes âgées dépendantes, comme la maladie d'Alzheimer, des grands champs d'enfants placés, des grands champs de personnes en situation de handicap, des grands champs en psychiatrie. Et puis ces champs, ils sont juxtaposés les uns à côté des autres. Et on a l'impression, au bout d'un moment, de vivre comme des tomates sous serre. Donc, faire rentrer de la permaculture, faire en sorte que les familles, l'entourage, la communauté re-rentrent et qu'on les aide à s'organiser autour de la personne fragilisée, c'est à mon avis faire du bien à la personne, à condition que les gens ne soient pas nocifs ou intrusifs, voilà. Et c'est aussi faire du bien à la communauté qui aide, ça aide les aidants, parce que être aidant, c'est aussi sacrément difficile.
Juste pour ajouter quelques points de ce que vient déjà de nous dire de façon très importante Bertrand, le rôle de la famille est crucial puisque, en général, les plaintes viennent d'abord de la famille, non pas de la personne concernée. Parce que, voilà, il ne sait plus où il met ses clés. Alors, enfin, voilà. Donc, c'est l'entourage proche qui joue le rôle de lanceur d'alerte. Donc, un rôle capital. Ensuite, le rôle de la famille va être précieux dans cet accompagnement, avec quand même quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. La personne qui est en perte d'autonomie, on va bénéficier de soins, probablement même de façon plus intense qu'elle ne pourrait avoir si, à son âge, on n'était pas autour d'elle. Eh bien, le résultat est que l'espérance de vie de ces personnes, c'est plus 4 ans par rapport à la médiane, homme ou femme, plus 4 ans. L'espérance de vie des proches dans la famille, c'est moins 4 ans. C'est comme une espèce de transfert, vous voyez, voilà, en tant que nouveau-né, je suis conscient que tu m'as donné du temps jusqu'à ce que j'acquière une certaine autonomie. Ben, en fait, je te le rends. Je te le rends à un moment donné de ta vie. Donc, c'est important à prendre en compte. Ensuite, le rôle de la famille, malheureusement, va plus ou moins s'effacer, prendre le statut des aidants, parce qu'il y aura une perte de la reconnaissance dans un statut relativement avancé de la pathologie. Et ces personnes doivent accepter de jouer ce rôle de bienveillance et dans tous les cas, de produire des émotions favorables. Ça, c'est les premières étapes sont importantes. Pourquoi la famille va être si précieuse? Elle rassure. Elle fait partie, quand on perd des repères, elle fait partie des choses qui sont rassurantes. Donc, parce que, comme vous le savez, donc on l'a dit, il s'agit d'une maladie, des troubles de tout ce qui est de la cognition, donc de la connaissance, de la mémoire, mais les émotions sont intactes. Et donc, évidemment, ce sont des gens qui souffrent parce que eux-mêmes se rendent compte, à un certain niveau, en tout cas dans les premières phases, combien ils sont diminués. Et ça, ils l'ont cette peur. Ils ont cette inquiétude. À un moment donné, je crois, il dit ça fout la frousse, quelque chose comme ça, d'être dans le brouillard. Et c'est là où le rôle de la famille est vraiment rassurant. Doit être bienveillant, encourageant, dire mais non, moi j'ai accompagné ma maman, je lui mentais tout le temps quand elle me disait on est lundi, on est mercredi. Oui, bien sûr, toujours dans le sens où il faut rassurer. Il faut à un moment donné arrêter de s'obstiner en montrant des photos. Mais enfin, tu reconnais pas, c'est ton petit-fils. À un moment donné, voilà, il faut accepter de verser dans cette position-là, qui est leur point de vue, qu'on doit respecter, parce qu'après tout, c'est le point de vue d'un humain et nous sommes tous uniques et différents. Ça, on reviendra dessus après, c'est une question passionnante, mais sur cette question de la famille, on va visionner un deuxième extrait, justement, qui montre, qui représente assez bien cette présence de la structure familiale, de ce qui s'est passé dans l'enfance, et de comment, à un âge avancé, on va avoir peut-être une résurgence affective d'une identité enfantine ou plus archaïque de la personne. J'ai un jardin. J'ai un petit jardin qui a un arbuste, un marronnier, et je les aime bien. Je monte pas dans les arbres. J'y ai monté quand j'étais petite, mais à partir de 7 ans, je monte plus dans les arbres. Et j'ai 8 ans. Quand ma mère me donne une fessée, je vais dans mon lit. Et je mange pas. Je dors. Je préfère le rêve. Le rêve, c'est la nuit.
Et je ne me réveille pas pour quelque chose. Je ne me réveille jamais. Je suis ailleurs. Vous rêvez? Oui, Oui. toutes les nuits. Comment? Toutes les nuits. Je rêve de ce qui s'est passé dans la journée. Et j'ai tort de rêver de ce qui s'est passé dans la journée avec mon père. Parce que c'est toujours lui qui me bat. Ma mère ne me bat pas, ou elle me donne une gifle. Mais c'est pas une. Mais mon père, lui, il y va, lui. Il y va carrément. C'est difficile, ça. Très difficile. Oui, c'est difficile. Avant, je recevais des fessées, mais le lendemain, je m'en rappelais plus. Tandis que maintenant, j'en reçois beaucoup moins et je les oublie. Et vous les oubliez? Oui. Nous atteignons là un degré d'oubli anormal. Et je pense que beaucoup de gens oublient, mais comment dire, un peu généreusement. C'est-à-dire que on a tendance à oublier tout ce qui vous gêne. Et malheureusement, il y a beaucoup de choses qui gênent les gens. Sous quel prétexte vous oubliez? Qu'est-ce que vous vous donnez comme raison d'oublier? Je rêve, et dans mes rêves, je vois que j'ai tort. J'ai toujours tort, hein. Je rêve, et dans mes rêves, je vois que j'ai tort. C'est emmerdant, ça, hein. Des réactions sur cet extrait, Pierre-Marie? Je crois qu'on a là tous les symptômes les plus poignants de la maladie. C'est-à-dire que c'est la mémoire à court terme qui disparaît. Et puis c'est un peu comme dans un film, ce qui est acquis durant la tendre enfance, cette mémoire-là est encore inscrite et indélébile. Ces références au rêve, c'est assez extraordinaire parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on sait que dormir, c'est pas perdre son temps, mais notamment au travers du rêve, ce qu'on appelle le sommeil paradoxal, notre cerveau consolide l'information et la mémoire. Et puis surtout, ce qui est évidemment caricatural, on a ici l'expression d'une personne qui s'attribue l'âge de 10 ans. Je reçois des fessées de papa, parce que depuis les travaux de Pavlov, premièrement, nous savons que la mémoire et émotion sont évidemment associées. Plus je suis ému quand je perçois une information, et plus cette information sera stabilisée, pourra rester dans mon esprit. Dans les stades les plus extrêmes, c'est ce qu'on va appeler le stress post-traumatique. Peut-être que vous savez où vous étiez le moment de l'attaque du Bataclan ou l'effondrement des tours, etc., de New York. Donc ça, c'est l'idée que ce qui est de la sphère affective reste ancré dans ma mémoire, que ça soit du positif ou du négatif. En l'occurrence là, elle se remémore les fessées qu'elle recevait de son papa. Et puis son ami qui lui dit c'est embêtant d'oublier quand même, mais en fait n'oublions jamais que l'oubli est consubstantiel à la mémoire de façon générale. Et on a parfois besoin aussi d'oublier. Sinon, par exemple, toute information acquise dans une situation de douleur, par exemple,
sensorielle, eh bien, n'a pas accès à la mémoire. Vous êtes incapable de vous remémorer le jour où vous êtes cassé peut-être un membre, vous voyez, alors que vous retenez le son, mais pas la douleur. Sinon, les mamans auraient un bébé, jamais deux, et nous irions qu'une fois chez le dentiste et on retournerait jamais. Vous voyez, si nous étions embarrassés par la mémoire de la douleur. Mais bon, voilà, ce qui était ici à noter, je pense, c'est cette idée que toutes les mémoires ne disparaissent pas, et donc les mémoires à court terme sont les premières à disparaître. Et comme un film, ce qui a été acquis à un moment donné de notre vie perdure. Et c'est là où il faut savoir communiquer avec ces gens-là, en rentrant dans cette dimension temporelle de leur esprit. Ce qui est intéressant, c'est que ça perdure aussi chez les personnes qui ne sont pas atteintes de la maladie. Et j'entendais au premier rang quelqu'un dire « Ah oui, c'est comme une séance de psy ». Et c'est vrai qu'effectivement, en assistant à cette scène, on se dit que nous aussi, il y a une part d'enfance, effectivement, de violence, de structure familiale qui persiste, mais qu'on va recouvrir, auquel on ne va pas forcément avoir accès. Est-ce que tu veux compléter là-dessus Ouais, juste peut-être un petit mot. Alors, effectivement, je trouve c'est intéressant ce que tu dis sur comment parfois on peut voir, il ne faut pas retourner les choses quand même dans le raisonnement, mais comment on peut voir parfois l'oubli comme quelque chose de positif, ou en tout cas de nécessaire. Et Anne-Marie nous dit, elle s'appelle Anne-Marie, elle nous dit ce mot magnifique, elle dit les gens oublient, mais un peu généreusement. Ce qui est quand même très beau, en fait. Et effectivement, en quoi parfois l'oubli nous aide à vivre, en fait. Et je trouve que le pendant, par exemple, en tout cas dans cette expérience, et puis moi dans les accompagnements avec des personnes qui ont la maladie d'Alzheimer, souvent, ce qui revient aussi, c'est une capacité, si on pousse un petit peu la logique, comment ça devient une ressource, même si je me méfie de cette logique, mais quand même, allons-y, il y a quand même une capacité d'accueil qui est aussi très grande. Une capacité d'accueil de ce qu'on nous propose qui est beaucoup plus importante. Par exemple, c'est un exemple, en tout cas c'est mon hypothèse, les personnes atteintes par la maladie d'Alzheimer qu'on a filmées n'étaient pas du tout préoccupées par la caméra. Voilà. Parce que peut-être aussi il y a moins de références structurées à un passé, et donc du coup peut-être que dans le monde il y a toujours eu des caméras tout le temps, enfin après tout, pourquoi pas. Et Anne-Marie par exemple, typiquement a une capacité d'accueillir toute nouvelle proposition avec une espèce d'acuité, comme si tout pouvait être pensable. Parce que justement, il y a beaucoup moins de choses complètement structurées, et nous, on finit par verrouiller notre pensée, à avoir du mal à accueillir, à perdre de la fraîcheur aussi, parce que parfois tout est verrouillé dans nos discours en fait. Voilà, ça correspond à tel cas, ça c'est telle réponse, telle question, telle réponse. Donc, si on pousse un peu la logique, je dirais qu'il y a quand même ça, on retrouve une formidable capacité parfois de penser le monde avec une grande fraîcheur qui est quand même tout à fait stupéfiante. Sur la question de la mémoire aussi, juste, je trouve que il y a aussi, évidemment, on peut se demander, Nicole, elle dit qu'elle a, Nicole, donc elle s'appelle Nicole, elle dit qu'elle a 7 ans là, 8 ans, parce que maintenant elle ne monte plus dans les arbres, mais elle a dit à un autre moment qu'elle avait 20 ans. Donc son âge varie en fait. Et donc s'il y a vraiment cette question, à un moment donné, on est dans un univers aussi qui peut varier d'un âge à l'autre, mais la mémoire, elle se résume pas à ce qu'on dit d'elle, c'est aussi la mémoire du corps, c'est aussi la mémoire des émotions, et tout ça, c'est inscrit en nous. Et c'est vrai que nous, souvent, on a une approche très liée à la parole, hein, aux mots. Moi, le premier, j'aime ça. Mais en même temps, il y a plein d'autres choses qui parlent. C'est-à-dire, notre identité, elle n'est pas uniquement ce qu'on en dit, elle est ce qu'on porte en nous, y compris dans notre corps profondément. Donc c'est ça aussi qui fait la continuité identitaire, même si un jour on a 8 ans, l'autre jour on a 20 ans, etc. Et puis la dernière chose, je ne sais pas si vous avez vu, en fait, comme vous n'avez pas vu le film, le film se base beaucoup sur du théâtre. Hein, je l'ai dit au début, on faisait du théâtre d'improvisation souvent ensemble. Et on a, du coup, à la fin des 15 jours, on a fait une pièce de théâtre en invitant des gens à venir le voir, des gens de la ville dans laquelle on était. Et cette scène-là n'est pas du théâtre. Et pourtant, quand on la regarde, on se dit, mais c'est pas possible, elle joue. Et c'est ça qui est aussi, moi, que je trouve troublant et en même temps intéressant, le terme peut-être pas très juste, mais en tout cas, je trouve que ça vaut la peine de s'y intéresser, c'est que parfois, la maladie d'Alzheimer nous brouille les frontières entre l'imaginaire, la fiction, le réel. De quoi on parle? Est-ce que c'est une fiction? Est-ce que c'est du réel? Quand quelqu'un nous raconte cette histoire-là, dont on sait qu'elle n'est pas vraie en termes factuels, est-ce que c'est du mensonge? Est-ce que c'est de l'imaginaire? Est-ce que c'est de la fiction?
Et en fait, la maladie nous pousse tout le temps dans cette question de, voilà, qu'est-ce que j'en fais de ce que l'autre me dit? Est-ce que j'en fais un mensonge ou est-ce que j'en fais sa réalité? Et d'une certaine manière, comment on crée un imaginaire ensemble? Et dans le théâtre d'improvisation, je répète ça souvent, il y a une règle d'or, c'est qu'on ne peut pas dire non. Je ne sais pas si vous avez déjà fait du théâtre d'improvisation, mais si je vous dis, tiens, voilà ce gâteau à manger, il est excellent, et que tu me dis, bah non, c'est un livre, bah l'histoire s'arrête. Et ce que je raconte souvent, c'est que évidemment, dit comme ça peut paraître anecdotique quand on fait du théâtre, mais quand on est en face de quelqu'un qui me dit bon, maman, elle m'attend là, c'est important, maman, il faut que j'aille la rejoindre alors que sa mère est décédée depuis de nombreuses années, là, ça devient absolument pas anecdotique, mais dramatique. Si tu dis bah non, ta mère est morte, pour la personne, évidemment, qui le ressent comme un nouveau deuil, mais pour vous aussi en tant qu'aidant, parce que ça vous met dans une position d'impuissance absolue. Donc l'enjeu, c'est de partir de l'imaginaire de l'autre, de son histoire, qu'est-ce qu'il me raconte, pour créer une histoire commune. Et c'est comme dans le théâtre d'improvisation, c'est pour ça que je dis souvent que les soignants qui s'en sortent vachement bien en unité Alzheimer, c'est ceux qui maîtrisent un peu le théâtre d'improvisation. Comment je prends ce que tu me dis pour continuer l'histoire. Et l'histoire, c'est peut-être pas de dire « Ah oui, ta mère t'attend, on y va », mais peut-être que c'est de dire « Ah ouais, ma mère aussi, elle est toujours là à m'attendre, elle est toujours sur mon dos. Et puis d'ailleurs, viens, il faut que j'aille lui parler. » Et d'embarquer l'autre à partir de son histoire pour créer une histoire commune. Comment on rentre en présence avec l'autre pour écrire une histoire commune. Et c'est en ce sens-là que la maladie d'Alzheimer est une leçon de vie incroyable, parce qu'elle nous oblige à de la présence. On peut pas renvoyer l'autre à son passé ou à un futur hypothétique. On est obligé de le prendre dans une présence. Qu'est-ce qu'il me dit? C'est quoi son histoire? C'est quoi mon histoire? Et comment on rentre en lien et on se raconte une histoire commune? Ça nous oblige vraiment à une grande disponibilité. Et en ce sens-là, quand on y arrive avec quelqu'un qui a la maladie d'Alzheimer, je crois qu'après, dans la vie, ça nous aide beaucoup dans les autres relations. Mais j'ai l'impression, en tout cas, que dans la façon dont la maladie peut se déclarer, il y a aussi des enjeux de dysmorphie, de perte de perception sensible. C'est pas que au niveau du langage qu'il y a effectivement un éloignement ou une déformation, mais c'est aussi dans la proprioception, dans la conscience de son corps. Donc on a une plaie qu'on ne reconnaît pas. Donc on a aussi à un moment besoin d'intervenir quand la personne... on ne peut pas accepter, dire oui à par exemple, se maltraiter soi-même ou bien être dans une situation où on peut se faire du mal. Donc là, par exemple, il y a un peu une limite peut-être au niveau de l'intégrité physique. Je ne sais pas si... Oui, Bertrand a parlé d'une continuité temporelle de l'identité et comment je me reconnais quand bien même je change. D'où l'importance, à un moment donné, quand on n'a plus les liens qui unissent l'image, comment faisons-nous pour nous reconnaître dans le miroir, alors qu'il y a 2 ans, il y a 5 ans, il y a 10 ans, nous n'étions pas comme ça. C'est parce qu'il y a une continuité, il y a un lien qui relie toutes ces informations. Et quand ce lien vient à se briser, eh bien, pour donner du sens à ces informations, on invente d'autres liens. Et c'est vrai que ça peut... Donc laisser l'imaginaire et ce vagabondage intellectuel peut être propice pour que la personne donne du sens aux informations qu'elle perçoit, mais jusqu'à une certaine limite où elle peut évidemment ensuite commencer à se mettre elle-même en danger en marchant sur le bord d'une terrasse où il n'y a pas de garde-corps, par exemple. Vous voyez, ces choses-là. Et ça, c'est de nouveau... de l'ordre du soin, du social. Ces personnes seules ne survivraient pas et notre mission à nous tous est de donner du sens qu'au travers du collectif. Et je trouve que c'est une bonne manière de passer à l'extrait suivant qu'on va visionner, qui est cette fois-ci des soignants qui parlent entre eux d'une situation qu'ils ont rencontrée avec une des patientes, et notamment du statut du discours qui est produit par les patients atteints de la maladie d'Alzheimer. Est-ce qu'ils sont dans l'imaginaire, dans le réel? Est-ce qu'il faut corriger ou non? Et jusqu'à quel point est-ce que les soignants et les patients, ou bien les colocataires, puisque dans le cas du manoir, justement, le lien est un petit peu rompu, comment traiter le monde subjectif construit par
la perception sensorielle, la mémoire, l'imagination des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. On va regarder du coup le 3e extrait. Il y avait la question quand même de Nicole avec le bébé. Ouais. A priori, elle est allée se coucher avec ce bébé. Ouais, c'est vrai. Oui, elle l'a couché dans le 2e étage et on est Oui, ils dorment ensemble. Quand je lui ai dit redonnez-moi le faux bébé, elle m'a dit mais c'est pas du tout un faux bébé, c'est un vrai bébé. Enfin voilà. Nicole, par contre, elle est restée. Elle est restée un peu bloquée là-dessus. Et en même temps, la question qu'on se dit, c'est bah oui, mais ça l'apaise. Ça peut être gênant aussi pour nous de dire. Mais pourquoi c'est gênant d'ailleurs? Bah, ça peut être gênant de presque de faire croire que cet enfant est vrai, ou en tout cas d'accepter que le résident pense que cet enfant est vrai. Et du coup, c'est de rentrer dans le délire. En fait. Mais c'est ce qu'on demande souvent de faire, d'aller justement dans le délire des résidents parfois, parce que ça sert à rien de leur dire non, c'est pas de dire le contraire en fait. Ça les perturbe plus qu'autre chose. Donnez-moi ce faux bébé. Et enfin, c'était peut-être avec Didier, j'avais pas le choix. Parce qu'il s'énervait. Parce qu'à un moment, il m'a dit, ouais, au pire, dégage, tu vois ce que je veux dire? Genre, tu veux pas là où je vais, bah dégage. Je me suis dit, s'il veut plus de moi, c'est là que ça va être compliqué, en fait. C'est ce qui s'est passé avec moi. C'est ça. Donc, des fois, t'es obligé de rentrer dans le délire. Exactement. Mais l'idée, c'est pas de pas rentrer dans le délire, c'est juste de pas l'entretenir. Ah, c'est sûr qu'il faut pas l'entretenir. C'est sûr. Mais moi, quand il m'a dit, ouais, je cherche une usine, j'ai fait genre, je cherche l'usine. J'ai fait genre, ouais, quelle marque d'usine? Genre Peugeot, Ford. Après, il commence à me dire RS. Je lui dis Audi. Ouais, Audi, ou je sais plus quoi. Il me raconte, je sais pas. Enfin, t'es obligé. Moi, là, j'étais obligée parce que je me suis dit, si je le perds, je suis obligée de rester avec lui. Donc, des fois, on n'a pas le choix. Il dit qu'il veut partir à Paris. Tu dis, ok, on ira à Paris. Non, mais là, quand je lui ai dit, moi, on est en Bretagne, c'est là qu'il a dit, ah ouais, non, mais c'est pas là, en fait. Bah justement, tu vois, c'est tout l'intérêt de faire du théâtre d'improvisation avec eux. On est obligé d'accueillir ce qu'ils nous disent, d'entrer dans leur histoire. C'est ce que vous faites tout le temps en tant que soignant. Bien sûr. Et au théâtre, vous faites exactement la même chose. Voilà, pour moi, la seule raison d'essayer de ramener quelqu'un à la réalité, c'est si elle se met en danger sur l'instant, tu vois. Pour moi, c'est violent, en fait, d'essayer de les ramener. Mais je suis totalement d'accord avec toi, parce que je me dis, quand t'es persuadé de quelque chose, qu'on te dise, mais non, mais pas du tout, mais non, mais c'est hyper anxiogène. Tu te dis, mais attends, enfin, je sais ce que je dis, je sais que là, ma mère m'attend. Cet extrait fait vraiment écho à ce qu'on a dit juste avant. Est-ce que la maladie d'Alzheimer fait que on déserte le monde commun? Est-ce que c'est une maladie qui nous éloigne du monde commun parce qu'il y a des références différentes et quelle est la manière dont s'articule le monde commun, le monde qui est peut-être propre à chacun? Moi, j'ai pas exactement le même monde que vous, dans le sens où j'ai pas vu les mêmes choses, j'ai pas la même éducation, pas la même perception. Et en quoi la maladie d'Alzheimer, est-ce que la maladie d'Alzheimer fait déserter le monde commun, ou est-ce qu'au contraire, il faut essayer d'y réintégrer les gens? Je sais pas qui veut répondre en premier. Peut-être je peux essayer. Je sais pas si j'ai... Moi, j'ai l'impression que là aussi, c'est pas pour renverser complètement le raisonnement, mais la maladie d'Alzheimer nous oblige à penser à un monde commun. Quand Justine dit... mais moi, si je lui dis pas... je lui dis qu'on est en Bretagne et que je continue à lui dire on est en Bretagne, je le perds. Sous-entendu, je perds la relation, je perds le lien, je perds notre monde en commun. J'ai l'impression, mais peut-être que je me trompe, que souvent dans la vie sociale habituelle, on peut juxtaposer les mondes sans trop de difficultés. Chacun y allant de son petit discours, moi je pense que, moi je pense que, moi je pense que. Et puis on vit dans des mondes parallèles, on a l'impression qu'on se comprend. Est-ce qu'on cherche vraiment à se comprendre? Est-ce qu'on est vraiment dans le dialogue? Est-ce que vraiment on se dit, ah tiens, cette rencontre elle m'a un peu transformé, je suis sorti un peu différent? Est-ce qu'on se laisse influencer, traverser par l'autre véritablement? Rarement.
Enfin, très rarement, en fait, dans la vie. Et je trouve que ce qui est intéressant là, c'est qu'on n'a pas le choix. On est obligé de se dire, c'est quoi notre monde commun et comment on crée du commun. Comment on crée du commun, ça devient le fil rouge de la relation. Si on perd ça, si on est obsédé par la question de la vérité et qu'on perd la question du lien, on perd l'autre et on se perd nous-mêmes et finalement on perd la relation. En ce sens-là, je trouve que la maladie d'Alzheimer nous aide à penser le commun. Alors j'apporterai une toute petite nuance en partant du principe que certes un monde commun permet de maximiser les relations à l'autre, et bien sûr, mais attention à la tyrannie des majorités, pour reprendre Tocqueville. Parce que n'oublions jamais que, depuis la phénoménologie, on le sait, que notre cerveau se représente le réel, mais avec une intention au départ. Si je vous dessine des accolades qui pourraient ressembler, vous savez, ces accolades qu'on met sur des équations de mathématiques, mais je les rapproche assez, et je vous ai parlé au préalable d'un couple, bien vous verrez deux visages se regardant. Puis si vous avez plutôt cueilli des fleurs dans le champ, ces mêmes accolades vous incitent à voir un vase. Vous voyez, donc, oui, gardons cette idée que nous devons partager un monde commun, mais attention à la tyrannie des majorités, car notre cerveau représente le réel avec nos intentions. Et si vous avez envie de tenir un bébé et qu'on vous met un poupon dans les bras, il est normal qu'on pense que ce bébé soit réel, parce que c'est le vécu de cette personne au moment où elle a cette poupée dans les bras. Et je pense qu'on aurait tort de lui dire non, tu sais, on appelle poupée ou bébé que ce qui est à 37 degrés, qui pleure quand il a faim, etc. etc. Non, finalement, il est bon aussi d'étendre la notion du bébé selon ton point de vue que je veux prendre en compte aussi. Oui, je suis tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, peut-être on peut dire que le commun, faire vivre du commun, c'est faire vivre du multiple ensemble. Et c'est l'art de faire rencontrer justement cette différence-là. Évidemment, si le commun, ça se transforme en la règle majoritaire, c'est d'ailleurs un peu le problème dans des institutions comme des EHPAD où on impose, moi j'appelle ça la protection par la soustraction. Dès qu'il y a un problème, on enlève. À un moment donné, il y a eu une indigestion aux huîtres, hop, plus d'huîtres. À un moment donné, il y a quelqu'un qui est parti, donc maintenant on ferme tout. Et on sent qu'on instaure des règles communes et des règles qui pour le coup s'imposent à tout le monde de la même manière et peu importe qui on est. Donc du coup là, peut-être dans cette tentative collective, c'est de dire comment on reconnaît chacun dans son caractère unique. Et le commun peut vivre précisément parce qu'on est différent et parce que on se sent d'autant plus faire communauté que, même si vous n'avez pas vu dans le film, il y a des enfants, il y a des gens qui se ressemblent pas trop et qu'on y arrive quand même. Et pour pousser un peu au-delà de la maladie, par exemple, même dans cette expérience-là, on avait des soignants, des artistes qui partageaient peut-être pas toujours les mêmes manières de voir le monde. Donc les artistes, on disait oui, alors vous êtes des véganes France Culture, et puis et du coup le commun, il était aussi sociologique. Il fallait les chercher et créer de la communauté. C'est vraiment tout un art de créer du lien, de penser le lien et de penser à la fois la différence et la capacité de la relier. Et juste pour abonder dans ce sens, n'oublions pas que la conscience humaine, c'est une activité d'hallucination contrôlée. En gros, tous les matins, j'ouvre les volets et je me dis, le soleil se lève. Alors, Bertrand peut venir parce qu'il a lu quelques ouvrages de physique, il travaillait sur Galilée, et il me dira non, c'est une hallucination, car le soleil est un point fixe dans l'univers, et tu es sur un caillou qui tourne sur lui-même, c'est la Terre. Voyez. Donc, mais au quotidien, ce soleil qui se lève, ou le soir au JT, on me dit, il y a l'éphéméride de demain, le soleil se lèvera à 7h04, c'est faux, mais ça me convient, et c'est peut-être même une norme que tout le monde peut partager. Je ne vais pas me battre contre celui qui me dira non, le soleil est un point fixe.
C'est ce que Husserl, le phénoménologue, appelait le monde de la vie, l'attitude naturelle. Il a écrit d'ailleurs La Terre ne se meut pas. Le titre est parlant et ça me rappelle ce que vous dites sur le fait que la vérité scientifique et l'attitude naturelle sont deux ordres différents. Ouais, et d'ailleurs, je trouve ça intéressant parce que du coup, ça élargit la réflexion au-delà de la question de la maladie d'Alzheimer. Mais dans le cas de la maladie, c'est si moi je vous dis par exemple la personne là qui est venue tout à l'heure, qui nous a dit à quel point elle pensait que la Terre était plate. Vous l'avez vu, vous l'avez entendu tout à l'heure, non? Mais juste avant, là, il y a 10 minutes, juste au moment, vous l'avez pas entendu? Mais vous l'avez entendu, vous? Ouais, bah moi je l'ai entendu. Moi, je l'ai entendu aussi. Eux, ils l'ont pas entendu, je crois. Non mais vraiment? La personne de tout à l'heure, là. Ah, vous en rappelez? Ok, et là, vous commencez à faire du théâtre d'improvisation, comme le font souvent les personnes qui ont la maladie d'Alzheimer, qui finissent par trouver des trucs et dire oui, bien sûr, oui, et rebondir et à jouer. Mais si je commence à vous prendre à partie, mais si, vous l'avez vu quand même. Vous l'avez vu. Non mais vous l'avez vu. Bon, je vais vous montrer une photo. Et là, vous vous sentez en plus pris à partie. Et là, vous commencez à dire non mais attends, c'est qui lui? Il délire complètement. Il est fou. Et en plus, il est agressif. Bref. Et vous vivez ce qu'on vit quand moi, si t'es persuadé que le soleil se lève, je dis non, le soleil se lève pas. Et il y a cette espèce de choses un peu terribles qui vous tombent dessus, où vous savez pas, l'autre vous raconte quelque chose et il a l'air sûr de lui. Et voilà. C'est ça l'expérience aussi quotidienne de quelqu'un qui a la maladie d'Alzheimer. Et donc du coup, continuer à dire, il faut lui dire, comme à quelqu'un qui a plus de jambes, lève-toi et marche, lui dire, mais tu vas te souvenir quand même. C'est juste absurde. Et l'enjeu de rentrer dans sa mémoire et de faire mémoire commune, comme on le disait, c'est pas de la vertu, c'est de la nécessité, si on veut continuer à être ensemble. Ça me rappelle, sur un tout autre registre, mais hier à l'intervention de Claire Marin au théâtre, où elle parlait de la perception de la violence domestique par les hommes et par les femmes, et le fait qu'il y avait parfois une ignorance totale ou une perception d'un même geste qui était perçu de manière complètement différente par les deux parties, et que la première chose à faire était peut-être de s'entendre sur justement qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui l'est pas. Et ça, c'est un travail effectivement qui doit être fait en commun. Moi, il y a juste une petite question, là encore, je ne l'avais pas forcément préparée, mais là, en revoyant l'extrait, c'est le rire, la place du rire dans le film. Moi qui l'ai vu, et je ne sais pas si vous l'avez vu hier, il était projeté, il y a quand même beaucoup d'émotions, mais aussi beaucoup de moments qui sont drôles. Et là, on voit, par exemple, quand les soignants discutent entre eux, donc on liste les marques de voitures et on a quand même, c'est peut-être un rire de décompensation, mais il se trouve que c'est quand même un rire. Je voulais savoir sur la place du comique en fait dans la maladie d'Alzheimer et les situations qui peuvent être interprétées comme comiques. Est-ce qu'elles doivent l'être ou pas? Est-ce qu'on rit du malade ou est-ce qu'on rit avec le malade quand on est dans une situation de malentendu ou d'incompréhension? Ça, c'est une vraie question qui m'a traversée pendant tout le film, en fait. Et alors, c'était quoi ta réponse? J'avais l'impression que vous riez avec eux, mais la limite était quand même très mince parfois, où je me demandais est-ce qu'on rit pas? Moi, en tant que voyeuse qui voit le film de l'extérieur, je suis complice de quand même quelque chose où j'ai l'impression un peu de me foutre de leur gueule. C'est compliqué, quoi. En tant que spectatrice, hein, je parle pas en tant que réalisateur, mais... Bah ouais, mais en tant que réalisateur, on a la même question. Enfin, là, pour le coup, on sait à quel point c'est un sujet épineux. C'est-à-dire, effectivement, est-ce qu'on est en train de rire avec eux ou est-ce qu'on est en train de rire d'eux? Et alors, ce qui est très intéressant, c'est de voir que quand on passe le film à des soignants qui travaillent, par exemple, avec des personnes qui ont la maladie d'Alzheimer, la salle est hilar, quoi. Les gens rigolent, mais de bon cœur, enfin, sans problème. Quand on le passe avec des gens qui ont moins d'expérience avec les personnes qui ont la maladie d'Alzheimer, effectivement, on sent que on est là, est-ce qu'on doit rigoler? Est-ce qu'on peut rigoler? À quel moment on peut rigoler? Et est-ce qu'on se fout d'eux, effectivement, pour reprendre ces termes? Donc ça, c'est intéressant, c'est que moi, je trouve qu'il y a aussi, quand on rentre dans cet univers-là, bien sûr qu'il faut rire, en fait. Alors évidemment, si on rit, c'est comme l'histoire d'imposer son histoire à l'autre. Si on impose son rire et on rit de l'autre, si on se moque de lui, en fait. Moi, j'ai vu
par des accompagnants, des scènes aussi où tu sens clairement que tu te moques de l'autre. C'est-à-dire, tu dis, l'autre te raconte, je sais pas, qu'il est prof de, je sais pas trop quoi, d'histoire et qu'il a un cours à donner. Tu dis, oui, t'es prof d'histoire et puis moi, je suis prof de philo. Hein, et là, tu commences à en rajouter et tu commences à jouer de lui. Tu fais rire les gens qui sont derrière, on rigole tous bien et la personne en face, elle rigole pas trop. Ça se sent assez facilement en fait. Quand on est justement dans ce ton qui est pas juste où on se sert de l'autre pour rire. Mais là, il me semble, en tout cas je l'espère, ce qu'on voit, c'est des gens qui rient ensemble, des gens qui dansent ensemble, des gens qui ont envie de rire et qui s'autorisent aussi parfois à rire de ce que l'autre dit. Parce que c'est pas parce qu'on est malade qu'on est une personne uniquement, je disais tout à l'heure, en sucre, il faut faire attention, on est uniquement une victime. On reste une personne avec sa vitalité, avec son être, avec ses conneries aussi parfois. Et il faut pouvoir en rire et en rire ensemble. Et à mon avis, ne pas rire de ça, c'est encore faire de ces personnes des personnes uniquement des victimes dont on ne pourrait pas rire. Je crois que si on se pose la question, c'est qu'on n'est pas vraiment en fusion dans leur univers. Rappelons-nous que le cerveau humain, c'est une partie qui gère tous les automatismes. Je n'ai pas besoin de me concentrer pour respirer, pour avoir le cœur qui bat. Tout ça, c'est géré par des fonctions automatiques. Tout ce qui est de l'ordre de réponse vitale. Ensuite, il y a un domaine des émotions qui est là et qui est prêt à s'exprimer. Émotion, d'ailleurs, c'est qui va me faire me mouvoir, me bouger grâce à ces émotions. Et puis un troisième niveau qui est concerné par la maladie d'Alzheimer, donc le cortex, l'écorce en latin, ce qui viendra coiffer cette structure qui joue un rôle sur les émotions et qui va venir exercer une inhibition. Les lobes frontaux, ce n'est rien d'autre que apprendre à inhiber. Il y a des choses qu'on ne fait pas, la culture est là pour nous dire le bien, le mal, toutes ces choses-là, vous voyez. Et évidemment, pourquoi chez ces personnes qui ont des atteintes de troubles cognitifs, il y a cette émotion qui peut jaillir beaucoup plus facilement, mais justement parce que cette répression, elle est moins forte. Et donc, ce qu'il faut faire avec eux, c'est justement ne pas juger, c'est essayer de se débarrasser de ce frein, j'allais dire presque social, qui en tout cas qui est exercé par les lobes frontaux. Quand Sénèque nous dit il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il va. Les premiers, les stoïciens étaient les premiers à nous dire que voilà, l'humain est un animal particulier grâce à son cortex. Il a une boussole qui lui dit ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, vous voyez. Mais il faut savoir aussi, par moment, se lâcher, vous voyez, laisser couler ce frein-là. Et à ce moment-là, on ne se pose plus la question, est-ce que je ris d'eux? Je ris avec eux. Se laisser déboussoler. Je voulais revenir sur peut-être en lisant un extrait d'un texte de Michel Serres sur lequel je vous demanderais de réagir tous les deux. La musique qui est projetée pendant la bande-annonce, c'est Touch de Daft Punk, donc une chanson sur le toucher. Et je voulais vous lire ce texte extrait des 5 sens de Michel Serres, qui parlera, je pense, beaucoup à tous les deux d'ailleurs, de vos perspectives différentes. Que ton corps ne devienne ni statue ni tombeau, cadavre avant l'agonie, mort avant de mourir. Évite toute anesthésie, drogue, narcotique. Prends garde à la torpille ou torpeur de langue et de philosophie. Fuis les cultures de prohibition. La sagesse émane du corps. Le monde donne la sapience et les sens la reçoivent, respectent la donnée gracieuse, accueillent le don. Immémorial moral de la gratuité, les données sensorielles, sans échange, se reçoivent comme un don. La grâce pénètre les pertuis du corps ouvert, elle l'inonde de sapience. La statue se ferme d'octroi ou guichet. L'homo sapiens, on pense que c'est la personne qui sait. En réalité, c'est peut-être autre chose que le sapiens. Pierre-Marie, ça vous rappelle une anecdote? Oui, ça me rappelle une humiliation que j'ai vécue de Michel Serres, mais amicale, hein, je vous rassure. Devant un jury, il m'avait posé la question que veut dire Homo sapiens? Donc j'ai été le petit singe qui répète ce qu'on lui a dit. J'ai dit c'est l'homme qui sait, l'humain qui a accès à la connaissance. Et là, il m'a mouché devant tout le monde en disant mais pas du tout, c'est celui qui goûte
Sapiens, c'est le goût, et donc c'est vrai que on ne doit pas oublier, et peut-être qu'on ne le fait pas assez, pour toutes ces personnes pour qui l'espace, le temps est confondu, qu'il reste des vrais repères qui vont passer par le corps. Toucher, prendre la main de quelqu'un, gardez-la au moins 10 minutes, et cette personne avec vous produira de l'ocytocine. Regardez dans les yeux de quelqu'un. Donc pas aller voir mamie avec le téléphone et puis passer son temps sur les réseaux sociaux, mais voir la personne dans ses yeux, et elle et vous produirez de l'ocytocine qui va permettre cette résonance empathique. Je suis avec toi, je souffre avec toi, je vis les joies avec toi, vous voyez. Et on oublie trop souvent que on est d'abord et avant tout un corps, et Michel me l'avait rappelé. Très juste, peut-être, Bertrand, tu veux... Ouais, c'est très beau, en tout cas, comme texte. Et je peux pas dire mieux que ce qui a été dit, juste peut-être le relier à ce que vous n'avez pas vu dans le film. Et pour moi, ce film, enfin, vous avez des extraits où on parle beaucoup, mais c'est un film d'abord où on se touche, un film où on s'aime, un film où on est tendre les uns avec les autres, et où ça pose pas de problème. Alors évidemment, parfois, ça peut être un problème. Je dis pas forcément que c'est la solution à tout, mais on vient aussi d'un monde, d'une conception du soin, en tout cas, où la question du toucher est un problème. La question de l'amour est un problème. Presque même parfois, on a l'impression que ce sont des professions, si je parle de professions, qui se sont construites contre l'amour. C'est-à-dire, on a dit, qu'est-ce qui fait de moi un bon professionnel ? C'est que précisément, moi, je suis pas comme un aidant, je suis pas comme un proche, moi, je sais garder ma distance, physique ou psychique. Voilà. Et donc, du coup, on s'est coupé, paradoxalement, de ce qui fait le cœur de l'accompagnement. L'accompagnement, pour la petite histoire, vous le savez, mais l'étymologie du mot accompagner, c'est partager le pain. Donc c'est être des copains, ce qui est pas rien. Et du coup, on se coupe dans ces lieux-là, et surtout avec ces personnes en plus qui ont parfois du mal, qui ont un accès au langage compliqué, voire qui est un peu qui est embrouillé, on va dire. On se coupe d'une ressource incroyable, se toucher, se regarder, s'aimer, dire qu'on s'aime, dire qu'on tient à l'autre, dire que c'est important. Alors évidemment, on pourrait le développer, ça a aussi des limites, la question de l'attachement, quand la personne risque de mourir, etc. Enfin, mais ça pose plein de questions. Mais n'empêche que je trouve que c'est d'abord une grande chance. Et dans ce film, on voit des gens, il y a une scène que je trouve très belle où Francine, qui est donc atteinte de la maladie, tombe dans les bras d'un soignant et le prend dans ses bras, il lui fait des bisous et lui dit je suis désolé de t'embrasser comme ça. Et lui dit mais non, mais ça me fait plaisir. Il dit ça te fait plaisir ? Ah ok. Mais on sent qu'elle-même porte cette culpabilité. Quand bien même elle est atteinte de cette maladie, elle a encore dans sa tête que c'est pas bien. On voit aussi Didier que vous avez vu, Didier qui a été publicitaire, etc. Plutôt, à mon avis, de type l'homme, quoi, qu'on touche pas, etc. Prendre la main de Didier par un autre homme, je pense que pour lui, c'était pas trop envisageable. Et aujourd'hui, c'est lui qui te tend la main, en fait. Et on se balade ensemble, la main dans la main, et ça pose pas de problème, au contraire. Et effectivement, se priver de ce langage du corps, le langage de la peau, des peaux qui se touchent et qui se disent beaucoup de choses en se touchant, je trouve ça cruel. Et donc du coup, revenir à ces sens-là, ça me semble assez essentiel. Juste pour rajouter un complément d'information sur Copain et cet accompagnement, n'oublions pas les écrits de Claude Lévi-Strauss dans Le Cul et le Cru qui nous rappellent que l'avènement du social, c'est lorsqu'on maîtrise le feu et qu'on va crier à table et qu'on partagera le repas ensemble. Je vous parle là, alors que vous êtes en hypoglycémie, vous allez commencer à saliver. Mais voilà, Néandertal, il abattait sa proie, et puis venait le N-1, le N-2, et puis à la fin, le bébé ou le vieillard ou le boiteux attendait, vous voyez, son repas. Il avait accès à ce qui pouvait rester. Alors que dès lors qu'on maîtrise le feu, et c'est pas par hasard que toutes les religions monothéistes ont repris ce thème, c'est la communion des esprits par le partage du repas. Vous voyez ? Donc on revient encore sur ce côté charnel de l'humain, et de tu existes parce que je partage avec toi ce repas.
peut-être que je vois le temps qui passe. On va peut-être se tourner vers le dernier extrait de notre table ronde. Un moment justement où là encore il y a une réflexion des soignants notamment sur ce que ça veut dire que de cohabiter. Et on conclura peut-être... ensuite, on y réagira bien sûr, mais visionnons ensemble le dernier extrait. C'est hyper chelou. Parce que tu me lèves super tôt, je me couche hyper tard. T'as des journées de fou. Mais je trouve que ça passe hyper vite. Et c'est ça qui est hyper bizarre. Parce que moi, personnellement, à l'EHPAD, quand il est 17h, c'est là où je me dis putain. Ouais. Il reste encore 3 heures où, tu vois, et je me dis, mais pourquoi? C'est parce que là, tu joues pas un rôle, là. C'est ce que je disais tout à l'heure. On a même si on travaille limite 10 fois plus, on dirait qu'on est en vacances. Je vois que les résidents, ça leur fait du bien, qu'ils oublient plein de choses, qu'ils s'amusent, qu'ils rentrent dans des personnages. Et je trouve ça incroyable tout ce qu'ils peuvent faire en sachant avec leur maladie. Quand je vois Anne-Marie sur scène, moi, je suis émerveillée de la voir. Je me dis, elle est incroyable. Ils se sentent bien. Moi, j'ai des résidents qui m'ont dit, je me sens bien ici. Je les découvre différemment. Là, on est dans un autre contexte, on est dans une maison. Entre guillemets, on vit en famille. Le rythme, il est différent. J'ai le temps de discuter avec eux. Et je me sens bien. Et eux, je sens qu'ils sentent bien aussi. Qu'on est en train de créer un lien. Tu prends plus de plaisir? Moi, je prends du plaisir. Eux, je sens qu'ils en prennent avec moi. T'es impliqué. Même dans le regard, même dans le soin, même dans tout. Si les gens qui sont ici vont mieux qu'à l'EHPAD, c'est parce qu'il n'y a plus cette relation soignant-soigné. On est de personne à personne. Et on est habillé en civil, j'allais dire. Il y a du lien qui se crée davantage aussi, parce qu'il n'y a plus cette distance. Moi, je pense, on a beaucoup plus de proximité en se parlant de personne à personne. On se parle par nos prénoms, on se tutoie, même si ça peut passer pour un manque de respect. Avec ces personnes qui sont malades, la proximité, c'est de l'affection. Et de l'affection, c'est par là qu'on gagne, quoi. Et puis après, je sais pas, il y a d'autres choses de la vie. Il y a des enfants. Dès qu'il y a un enfant qui est là, les yeux, ils brillent, quoi. Ça pétille, ça apporte du vivant, quoi. Et quand tu rentres dans une maison chaleureuse, où t'as de la vie, t'as des gens qui rigolent, t'as de la musique, t'as tout. C'est tout simple, en fait. Et que tu sois pas confronté en fait à la réalité de l'EHPAD où tu vas avoir cette espèce de mouroir où tu dois rentrer là-dedans, tu vois plein de gens qui sont sur les fauteuils en train de dormir, et tu vas voir ton proche, il est plus ou moins dans le même état. T'as pas envie de ça en fait. Moi, si je devais signer pour bosser dans ce manoir, je t'avoue que je signe. Mais je signe direct. Ah, de ouf. Tu signes toi? Je signe. Tu signes? Ouais. What keeps the planet spinning? Was from the beginning. Come too far to give up who we are. So let's raise the bar and our cause to the stars. She's up all night to the sun. I'm up all night to get some. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. We're up all night to the sun. We're up all night to get some. We're up all night to get fun. We're up all night to get lucky. Bravo! Bravo! Antoine, on peut se mettre à côté de vous? Allez. Ah pardon, attends. On reste là, hein. Oh mais qu'est-ce que vous êtes bien ici, oh là là, qu'est-ce qu'on est bien ici. On a plus de figure. Ça sent bon, hein? Non, pas sûr. Ça me surprend encore de voir tout le monde ici, parce que il y a des gens différents, des caractères différents, et des gens qu'on ne voyait pas, des catégories de gens qu'on ne voyait pas. Et d'un seul coup qu'on voit, et on apprend des choses, et je trouve que ça nous fait du bien. On peut vivre ensemble, on n'est pas pareil, et pourtant on peut y arriver. Parce que si on ne le fait pas, c'est toujours le bordel. On revient sur la punchline de Didier, qui décidément pourrait être un slogan politique. Hein. Est-ce que, moi je trouve que c'est intéressant cet extrait pour deux raisons, parce qu'on entend les soignants parler de leurs conditions de travail et de peut-être la réhumanisation de leurs relations et du lien. Là où l'humanité, on a tendance à considérer que c'est une essence, quelque chose de figé, on voit là que c'est surtout une humanisation réciproque des soignants et des soignés. Et on voit aussi également la scène iconique du partage de la nourriture, qui est peut-être symbolique de ce que vous venez de dire,
Peut-être Pierre-Marie, si vous voulez réagir là-dessus. Je pense que ce que nous montre très bien ce documentaire, c'est questionner la notion du normal et du pathologique. Quand Guillaume y avait déjà évidemment réfléchi, mais je crois que rappelons-nous que la santé, ce n'est pas l'absence de maladie, mais la santé, c'est de pouvoir maintenir un équilibre en se réorganisant dès lors que je suis plongé dans un monde qui change. C'est ce que vivent ces patients-là. Et en fait, je dirais qu'ils sont en pleine santé tant qu'ils sont justement dans ce rééquilibre, ce réajustement. L'humain est un animal qui doit s'adapter en permanence, et tant qu'on lui tend les moyens, et il faut justement ne jamais tarir de possibilités. On l'a vu, la musique. Pour d'autres, ça sera peut-être le sens olfactif. Voilà, faire des ateliers de pâtisserie, des choses comme ça. D'autres, ils auront besoin de toucher des objets en bois, en pierre, etc. Donc voilà, je crois que ce mérite au moins de cette dernière séquence, c'est de questionner le normal et le pathologique. Et on voit bien qu'on est sur des sujets qui sont en pleine santé. Même si la norme apportée par la société avec ce 10 des YS, comme s'il leur manquait quelque chose, mais non, regardons ce qu'ils ont, regardons ce qu'ils utilisent pour s'adapter, regardons leur potentiel, regardons ce qu'ils sont capables de faire et de communiquer, puisque les émotions, c'est quand même le lien qui nous lie aux autres, puisque vous le savez, les émotions sont extrêmement contagieuses. Et je sais j'ai prévu cette question aussi pour vous, Pierre-Marie. On voit que dans cette trajectoire-là, donc pendant 15 jours, les soignants ont dit que les personnes allaient mieux. Ça veut dire quoi, aller mieux? On ne peut pas guérir de la maladie d'Alzheimer, hein, bien sûr, mais quelles sont les perspectives de futur? Est-ce que c'est un présent éternel où on doit essayer de maintenir le plus possible la joie, le bonheur, sans se projeter dans le futur? Ou est-ce qu'il y a, à terme, peut-être un mieux vivre ou un ralentissement, un retardement de certains symptômes aussi Depuis, je dirais, Claude Bernard, nous savons que l'humain, c'est un animal qui cherche à maintenir constant des constances, des normes, vous voyez. Et je dirais qu'on pourra dire, et on qualifiera que cette personne va mieux parce qu'elle est adaptée au monde qu'on lui a offert. Et donc c'est cette adaptation, cette idée qu'elle se trouve maintenant dans une trajectoire qui lui convient. Voilà. Et à ce moment-là, elle est en pleine santé dès lors qu'on est dans ses capacités maximales d'adaptation. Ouais. Pour moi, la question aussi du handicap, puisque ça, dont on parle aussi, il faut être deux pour être en situation de handicap. C'est-à-dire, là, j'ai terminé un film une série documentaire sur des personnes sourdes, mais qui ont toute une culture, parce que voilà, la communauté sourde est plein de ressources et de culture. Il y a une langue déjà, bref. Je pas rentrer dans le détail, mais qui dit très simplement, tu sais, en fait, quand tu te retrouves en face de quelqu'un et que tu peux pas parler, moi, qui ne connais pas la langue des signes, je me sens aussi handicapé. Et donc, du coup, celui qui est censé avoir la langue majoritaire, n'empêche que quand il est en situation de communiquer, et là, quand moi je suis en face de quelqu'un qui parle la langue des signes, je me sens handicapé. Et du coup, la question de la maison, c'est comment on crée un lieu où personne ne se sent handicapé, où chacun a une place. Et avoir une place, encore une fois, c'est pas uniquement être l'objet de soins. Je reviens là-dessus parce que c'est quand même la manière dont on pense les institutions, c'est encore une fois beaucoup comme ça. Alors souvent on n'y arrive pas parce qu'on n'a pas les moyens de nos ambitions, mais de quoi vous avez besoin, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Et on finit par créer des lieux où en fait on se sent plus du tout utile, où on fait plus à manger ensemble, où on danse pas ensemble, et où quand on fait quelque chose, c'est pour maintenir son autonomie. Donc par exemple, on va dire à quelqu'un, à Nicole par exemple, oui c'est important, on va faire venir un kiné et que vous marchiez, hein, c'est important pour vous que vous marchiez. Et puis Nicole te dit, marcher pour aller où en fait? Marcher pour voir qui? En fait, cette question de l'autonomie, elle devient complètement abstraite en fait. Et il y a une autre question qui se cache derrière, c'est la question de l'utilité.
pourquoi et pour qui je vais marcher. Et concrètement, dans une maison comme ça, quand il y a Pia qui a 3 ans et qui vient chercher Nicole en disant « Viens me lire une histoire maintenant hein », et ben Nicole, elle se lève et elle marche parce qu'elle retrouve une utilité. Quand on va faire à manger ensemble, c'est la même chose. Quand il y a un escalier, par exemple, quand on a fait les repérages de cette maison, on m'a dit « Un escalier, mais t'es complètement fou dans un lieu où tout le monde a des ascenseurs, on pense que... » Et les toilettes sont au premier étage. Ça, c'était le summum du... Et ben il y a rien de tel en fait. Je veux dire, évidemment, les gens ont monté les escaliers. Alors dans les expériences comme Carpe Diem au Canada, si vous vous y intéressez, l'escalier est central aussi. Les gens montent les escaliers, mais pour aller dans leur chambre, pour aller aux toilettes, et du coup, on revient dans une forme d'utilité. Et cette utilité, cette capacité qu'on a tous de contribuer pour soi-même, mais aussi pour les autres à la vie collective, elle est vachement importante. Et ce que je suis en train de vous raconter là, de l'histoire d'habiter une maison, presque, si je le disais de manière un peu sommaire, ça serait retrouver un semblant de vie ordinaire. Alors la vie ordinaire, c'est rien, c'est un concept foireux, parce qu'une vie ordinaire, il y a autant de vie ordinaire que de gens ici, mais n'empêche qu'on a tous le sentiment de ce que n'est pas une vie ordinaire. Ce que c'est de vivre dans un lieu aseptisé, où au nom de la protection, on peut plus rien faire, il y a des codes pour pouvoir sortir, on peut plus faire à manger, on peut plus vivre dans un lieu, je parlais de tomates sous serre, où ça, tu le sens dans ton corps que tu vis pas dans une vie ordinaire. Hein, donc, on ne sait pas à quoi ressemble une vie ordinaire, on sait par contre à quoi ne ressemble pas. Voilà, ce que c'est ne pas vivre une vie ordinaire. Donc, dans cette tentative de maison, moi, je pense qu'il y a ça. Essayer d'habiter dans une vie ordinaire où chacun a une utilité, où chacun a envie d'être là avec l'autre. Et ça, c'est l'élément peut-être aussi que je rajouterais. Pour ce film, on a parlé d'expérience thérapeutique. Parce qu'il fallait trouver des financements, et que thérapeutique est un bon mot pour trouver des financements. Mais j'ai l'impression que c'est presque le remède qui fait le mal, en fait. Parce que justement, quand vous allez en EHPAD, le moindre repas partagé entre soignants et soignés, on appelle ça un repas thérapeutique. La moindre sortie, on appelle ça une sortie thérapeutique. Il faut forcément cocher la case du thérapeutique, donc du soin, sous-entendu de guérir, enfin bref, pour reprendre ce que vous dites. Alors qu'à mon avis, c'est pas du tout... Enfin, ça peut être ça. Mais quand même, globalement, personne n'a la prétention de guérir là-dedans. L'enjeu, et puis en plus, il y a la réflexion sur le normal et le pathologique que tu viens de nous proposer, mais l'enjeu, c'est plutôt de retrouver du plaisir à être ensemble. Alors je sais, c'est un peu trivial de dire ça comme ça, on me dit, oh, d'accord. Mais n'empêche que dans cette expérience-là, je crois que tout le monde a envie d'être là. Qu'on soit professionnel, artiste, etc. On a du plaisir à faire ce spectacle ensemble, à vivre ensemble, on a du plaisir à être les uns avec les autres, on a du plaisir à se parler, on a du plaisir à danser ensemble, on a du plaisir à faire la cuisine ensemble. Et ça fait du bien. Je ne sais pas si ça soigne, je ne sais pas d'ailleurs ce que ça veut dire soigner, parce qu'on est dans une société où on est obsédé par le soin, mais en tout cas, on sent qu'on va mieux quand on a du plaisir et qu'on n'a pas le sentiment d'être dans un lieu où il n'y a que des gens qui partagent la même pathologie que vous, ou des professionnels qui sont là pour vous aider. Mais qu'on est dans un lieu où tout le monde est désiré et désirable dans ce qu'il peut apporter. Voilà à quoi ressemblerait une maison. Donc une maison, c'est certainement pas un modèle. Je pense que si on parle de modèle, si on dit la maison, c'est ça, vous pouvez être sûr que demain, on va reproduire toutes ces maisons partout et qu'on va dire non. La maison, elle est belle parce qu'elle est singulière. À la fois, il y a des choses qui reviennent, hein, ce que je viens d'énoncer, mais il y a une singularité de la maison qui fait qu'elle peut pas se reproduire d'un endroit à l'autre. Et cette expérience, c'est l'expérience d'une maison. Et la maison est toujours fragile parce qu'elle peut changer, que les gens partent, reviennent, et qu'il faut à chaque fois refaire maison ensemble. Effectivement, à cette question de l'habitation ça fait le pont avec des nombreuses réflexions qu'on a eues ici ces derniers jours, notamment sur les politiques de la ville, l'urbanisme, construire des habitats, penser des interactions aussi et de la friction au sens positif du terme, c'est-à-dire se rencontrer, se croiser plus souvent. Mais je vois qu'il est 12h36 et que je me dis que vous devez avoir beaucoup de questions. Donc ce que je vous propose peut-être, à part si Pierre-Marie, tu voulais ajouter quelque chose, c'est qu'on vous donne la parole. Voilà, si vous avez des questions sur la maladie, sur le film, sur ce qu'on a pu dire aujourd'hui. Oui, bonjour. J'ai suivi avec beaucoup d'attention vos interventions et le film qui me parle. J'ai juste une question. Enfin, moi, j'ai l'impression, en regardant le film et en
je m'y connais pas, enfin, je connais pas très bien la maladie, mais de ce que j'ai entendu et de mon ressenti, j'ai l'impression que quand on parle d'Alzheimer, pour moi, j'associe ça à une forme de condamnation. On est condamné parce qu'en fait, on vous prend la maladie vous vole une partie de vous, elle vous vole votre identité, elle vous vole vos souvenirs. Et je me demande si par moment, pour ces personnes-là, il y a des moments de lucidité, des moments de prise de conscience où elles se ressouviennent même en quelques secondes de qui elles sont vraiment et de leur place en fait dans le monde. Est-ce qu'il y a des moments de lucidité où on se ressouvient de qui on est et ensuite on retombe dans le brouillard, comme il disait? Je vais répondre rapidement et puis Bertrand pourra compléter. C'est une maladie lente et irréversible. Voilà. Quand le diagnostic est posé, l'espérance de vie est entre 8 et 12 ans, en moyenne. Hein. La perte des neurones ne peut être remplacée par d'autres. En revanche, comme on l'a dit beaucoup de fois, le cerveau est malléable. Le cerveau, vous avez entendu parler du terme de plasticité. Et donc, c'est d'offrir à la personne des capacités de faire autrement. Voilà. Et de voir cette personne évoluer en s'adaptant. Au tout début, les phases où il y a une mémoire juste à court terme, où ai-je mis les clés, où est garée la voiture dans le parking, est-ce que c'était le -1, -3, -2, je suis perdu, voilà. C'est pas très grave tout ça. Ce qu'il faut, c'est être autour rassurant, parce que alors, dans les facteurs aggravants, eh bien, justement, l'anxiété est un accélérateur de cette dégénérescence. Donc, on devra tout faire pour rassurer cette personne. Je peux vous donner aussi, parce qu'on a quand même dit des choses qui peuvent faire peur, donc je vais plutôt vous donner des choses qui peuvent nous faire rêver et en tout cas nous dire qu'on n'est pas condamné. C'est une étude qui a été publiée l'an dernier, non, la semaine dernière, pardon, montrant que on pouvait décaler cette progression de la maladie de 3 ans si l'on avait la possibilité d'effectuer 5000 pas par jour. C'est pas énorme, hein? Et ceux qui font 7500 pas, c'est pas 3 ans qu'ils gagnent, c'est 7 ans. Donc l'évolution est progressive, mais la vitesse à laquelle cette évolution va se mettre en place peut être ralentie ou accélérée. Accélérée par le stress, essentiellement. Donc là, on est dans le domaine des affects. Je comprends pas et qu'est-ce qui m'arrive et pourquoi moi. Et l'inverse, une alimentation équilibrée, les affects, donc le soin, la relation à l'autre et l'activité physique. Et c'est vrai que en plus, je trouve que c'est une maladie qui évidemment fait d'autant plus peur que des symptômes, comme souvent dans les maladies, on peut en avoir, et comment on le relie, évidemment, des pertes des mémoires, de plus savoir ce qu'on a dans la tête, d'oublier des choses, ça nous arrive tous. À quel moment on se dit, ah tiens, ça peut être ça. Donc déjà, il y a une espèce de brouillard dans la manière de qualifier la maladie. Quand on sait en plus le nombre de personnes concernées, là c'est pour faire un peu peur, mais 1 million de personnes en France par exemple, voilà, on se dit, bon, et c'est quand même quelque chose qui nous guette, et comme souvent la maladie, c'est d'abord la peur de la maladie qui est là et qui effectivement, parce que plein de symptômes, comme dans toute maladie, peuvent être liés à ça ou peuvent ne pas être liés à ça, ça contribue à un brouillard et à une espèce de malaise. Après, la question de est-ce qu'on a des moments de lucidité, je sais pas très bien, enfin, c'est compliqué, moi je suis pas dans leur tête. En tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des moments d'une grande capacité de réflexion sur le monde, ça c'est sûr. Alors après, dans la maladie, il y a des gens, en général, il y a une bascule qui se fait où on n'a plus conscience de la maladie. C'est-à-dire on ne sait pas on n'est pas capable de dire j'ai la maladie d'Alzheimer. Et puis pour certaines personnes, parce que la maladie c'est une grande nébuleuse, il y en a d'autres comme Antoine dans le film qui jusqu'au bout vont se dire j'oublie et qui ça va d'ailleurs renforcer le stress, puisque l'avoir conscience que tu oublies tout le temps, c'est quelque chose qui
augmente l'angoisse. Et donc là, on a de la lucidité. Si la question est, est-ce que c'est bien d'avoir la lucidité ? Dans le cas d'Antoine, par exemple, je suis pas sûr que ça soit une chose qui l'aide. En fait, je suis pas sûr que ça soit souhaitable de garder cette lucidité-là. En tout cas, au sens de la conscience de sa maladie. Mais la lucidité, c'est évidemment plus grande, plus large que ça. C'est la lumière, c'est la question de quel regard on porte sur le monde. Et en ce sens-là, oui, il y a toujours de la lucidité. Et l'autre question qui se pose aussi, c'est ce qu'on a dit pendant longtemps. Moi, souvent, quand tu discutes avec des gens en unité Alzheimer, tu leur dis où vous êtes, ils ne vont pas te dire je suis en unité Alzheimer. Et à côté, c'est des soignants. Ils vont dire lui, c'est un ami, lui, je le connais de ça. Ils vont recréer en fonction de ce qu'ils ont dans la tête pour qu'il y ait de la cohérence quand même autour d'eux. C'est leur lucidité. Et d'ailleurs, ça pose une question aussi, c'est pourquoi continuer à jouer aux soins, à surjouer même le soin et la médicalisation, alors que pour eux, ça n'a aucun sens. Par exemple, les blouses blanches, et c'est à mon avis la question que ça pose. Enfin, on continue à mettre des blouses pour montrer qu'on est bien des soignants et que nous, on est bien légitimes à l'être, alors que les gens à qui on s'adresse, enfin, ça ne fait pas de sens pour eux. À la rigueur, on pourrait dire que ça crée un repère, mais il y a 1000 manières de créer un autre repère, de créer des repères. Donc voilà, Puis moi j'ai une dernière question, c'est quoi pour vous votre identité ? Vous êtes qui ? Enfin, on pourrait aussi pousser. Qu'est-ce que c'est quoi notre identité ? Comment on se qualifie ? Voilà, est-ce que c'est notre âge ? Est-ce que c'est notre discours qu'on a sur notre vie ? Enfin, qu'est-ce qui fait notre identité ? C'est une question qu'on peut tous se poser. Oui, bonjour et merci pour tout ce qui a été dit. C'était vraiment très très intéressant. Pour ma part, je sais qu'il y a quand même une part de déni dans les gens qui sont touchés par cette maladie, chez les gens qui sont touchés par cette maladie. Et je me posais une autre question. Comment peut-on faire la différence réelle entre la maladie d'Alzheimer et puis pour des personnes qui sont très âgées, ce qu'on appelle la démence sénile? Alors, vous avez raison. Hein, la première cause de démence liée à l'âge, c'est la maladie d'Alzheimer. La seconde, c'est la démence vasculaire. Donc, on n'est pas sur du tout le même tableau clinique. Mais peut-être qu'il est bon de rappeler pour tout le monde que le grand regret de tous les neurologues, c'est de recevoir un patient qui est malheureusement déjà trop avancé dans la pathologie. Donc que ce soit une démence vasculaire qu'on pourra faire avec un diagnostic grâce à la Rolls-Royce aujourd'hui, qui est le scanner, l'imagerie fonctionnelle, par résonance médicale, mais donc de faire très vite un bilan dès lors qu'on a une suspicion. Parce que la boîte à outils, d'un point de vue de l'arsenal thérapeutique, évidemment, plus on attendra, plus elle sera évidemment très réduite. Très réduite. Donc il est bon d'accompagner une personne pour qui on a des doutes et faire un bilan, un premier bilan qui sera un bilan plutôt neuroclinique ou psychologique. On demandera la qualité du sommeil, demandera à la personne comment, voilà, quel jour on est, quel jour elle est née, etc. Après, il y a le scanner, et puis enfin le troisième, qui est vraiment prescrit dans de rares cas, une ponction au niveau du liquide céphalorachidien, et on peut effectivement voir la présence d'anticorps. Mais tout ça pour dire que plus on agit tôt, plus on pourra intervenir. Et agir tôt veut dire aussi, évidemment, préciser l'origine de la pathologie. Faire la différence entre une démence sénile liée à des troubles vasculaires ou les transmissions génétiques ou, au contraire, comme on l'a dit, la maladie d'Alzheimer étant l'union entre la transmission génétique et un défaut de conditions de vie qui soient permissives à l'épanouissement du cerveau. Oui, j'ai eu la chance d'être aidant. Je ne pense pas avoir perdu 4 ans. J'ai eu l'impression au contraire, d'avoir gagné 4 ans. Vous voyez, j'ai perdu mon père à 96 ans. Ce qui m'a rassuré, c'est que vous disiez l'importance de marcher.
je lui faisais croire que la voiture était garée par là, et du coup, on faisait « Pas de maison, mais où c'est que tu as mis la voiture ?» etc. Et après, ce qui l'a bien arrangé aussi, c'est l'initiative d'un de mes frères. Alors, mon père a eu la chance d'avoir 5 enfants légitimes, disait-il en plus. Après, les autres, on ne savait pas. Mais j'ai eu des parents exceptionnels. Donc, c'est ce qui fait que on se battait pour mon père est resté à sa maison jusqu'au bout. Par contre, il y a eu un plus quand mon frère aîné a dit, écoute, il y a l'hospitalisation de jour à Agen, et franchement, là aussi, ça a été un plus. Parce que c'est vrai que la solitude, il était très entouré, mais la famille, et les trucs comme ça. Mais il n'y a eu que des trucs comiques. Alors, ce qu'il y avait de problématique, c'est qu'il ne voulait pas manger. Alors, c'était facile, hein. On attendait un peu. Mémoire du poisson rouge, 3 minutes. On dit, attends, tu as toujours faim, mets la table. Il mettait la table, on mangeait comme 4. Et donc, non, moi, j'ai pas eu l'impression d'avoir perdu 4 ans de ma vie. Et c'est pas ça qui l'a tué, mon père. Mon père, ce qui l'a tué, c'est que il a pu jouer au bridge sans aucun problème jusqu'à 95 ans. Bon, parce que ça, c'était facile. D'abord, même pour la maladie d'Alzheimer, comment elle a été déclenchée? C'est tout simple. On lui a posé les 3 questions, je ne sais pas si ça a changé, sur la porte, le cigare et les fleurs. Jamais il avait offert des fleurs à ma mère. Les portes, il les fermait jamais. Et c'est pareil pour le cigare, il n'a jamais fumé. Sauf au bridge. C'est ça qui l'a tué. Parce qu'au bridge, ils avaient inventé un système où toutes les 3 parties, on pouvait fumer. Alors on pensait les mecs qui fumaient. Mon père est mort de problèmes de poumons. Il avait des poumons, alors qu'il avait que 96 ans, il avait des poumons qu'il avait 125. Et on vit que 120 ans. Résultat des courses, il a été hospitalisé pour ça un samedi, parce que l'assistante de vie qu'il avait lui m'avait dit, alors que moi j'étais très inquiet, j'ai dit, bon, maintenant on va avec mon frère aîné qui était le plus disponible, on va devoir rester à la maison. Parce que même il dormait seul, hein, il n'y avait aucun souci. Et là, sa femme de ménage, qui était devenue sa principale pendant 20 ans, hein, son assistante de vie, 20 ans parce que c'était la femme de ménage avant de la famille, là, nous a dit, écoute, hospitalise-le quand même, tu vas voir. Et en fait, le problème qu'il a eu, c'est qu'on lui a mis de goutte à goutte. Et mon père, il avait la cystite. Quand on lui a mis les couches, c'est ça qui l'a tué. Ma sœur, la dernière qu'il a eue au téléphone, ma sœur, lui, qui était en Bretagne, il lui dit, écoute, je vais descendre et tout, parce qu'on était un peu inquiets par rapport à son état. On sentait bien que c'était les dernières heures. Et mon père lui dit, au revoir ma chérie, je ne veux plus te voir. Il lui a raccroché au nez. C'était la première fois. Merci beaucoup pour... Juste une chose, on ne meurt pas de la maladie d'Alzheimer, mais dans les stades les plus avancés, ce sont des troubles de la déglutition. Et donc les fausses routes, et donc des personnes qui boivent et qui ensuite vont avoir des infections pulmonaires. Vous voyez, donc plein de conséquences qui sont liées à ça. Et une autre chose aussi, je rajoute sur... lisez, si vous avez la possibilité, la dernière bande dessinée de Davodo, qui s'appelle Là où tu vas, où il parle de sa compagne qui accompagne justement des personnes qui ont la maladie d'Alzheimer et qui décrit très justement comment l'enjeu de l'accompagnement, c'est d'abord de connaître l'autre. Et toutes les petites stratégies très singulières qui sont mises en place, à condition qu'on apprenne à connaître l'autre et faire monde commun, justement, et qu'on n'applique pas des recettes. Voilà. Et donc, comme vous attirez l'attention de dire, mais c'est ça qui l'a tué, c'est ça qui était important. Qu'est-ce qui est important pour l'autre? C'est peut-être l'une des conditions si on veut bien l'accompagner. Oui, vous avez parlé de l'importance d'intervenir, de reconnaître la maladie au plus vite, au plus tôt, pour pouvoir intervenir assez rapidement. Mais qu'est-ce que vous proposez justement pour... on sait qu'il n'y a pas de guérison possible. Qu'est-ce qu'il est possible de faire pour intervenir et ralentir cette maladie? Plus on peut intervenir en amont, et plus on pourra utiliser des substances chimiques qui viennent remédier à des défauts de transmission dans le cerveau. Par exemple, l'acétylcholine, ça veut dire quoi? La nicotine, un patch
un patch de nicotine sur l'épaule, et vous aurez une personne qui va pouvoir travailler avec son cerveau, utiliser sa mémoire, etc. Donc un exemple, par exemple, donc l'intervention d'un patch. On a des boosters cognitifs qui permettent d'améliorer la mémoire. Donc tout ça, tant qu'on les structures ne sont pas endommagées et que on est encore sur un défaut d'approvisionnement des stocks chimiques, donc on peut intervenir par la chimie, c'est déjà la façon la plus facile, la plus aisée d'intervenir et d'aider une personne. Ensuite, on va avoir recours si déjà il y a des dommages qu'on a par exemple vu sur un scanner, eh bien on va donner des stratégies plutôt comportementales. Voilà, apprend à reconnaître les gens en les associant à de la musique ou des visages. Voilà. On donne des béquilles qui ne sont plus chimiques, mais qui sont des stratégies mentales. Voilà. Donc tout ça pour dire que plus on avance, plus on a fait un diagnostic précoce et plus on aura de moyens d'intervenir et de ralentir l'évolution, car vous l'avez bien dit, pour l'instant il n'existe pas. Il y en avait une encore il y a 3 mois, puis vous savez, peut-être que vous avez lu la littérature, la presse ou quoi, puisqu'il a fallu, c'est la haute autorité en santé qui a décidé que le traitement ne valait pas le coup. C'était donc une immunothérapie. Coût de la thérapie 27 000 € par an. La personne gagne dans les essais cliniques 4 mois et sous le sacro-saint du rapport bénéfice-risque où l'économie et le médical doivent discuter et décider, il a été décidé que gagner 3 mois en bonne santé mentale ne valait pas la peine pour une maladie qui de toute façon se dégradera dans les 12 ans. Donc voilà, le dernier espoir que l'on avait, c'était l'immunothérapie, et voilà, cet espoir déjà est tombé. Mais il y aura probablement d'autres stratégies qui viendront plus tard, puisque on continue à chercher quand même. Je peux. Oui. En fait, j'avais 2 questions, mais je m'adresse à vous plus spécifiquement. Une concernant la prévention, et particulièrement, donc vous avez évoqué le bilan que l'on peut faire presque par jeu, quoi, enfin sans avoir de signes. Voilà. Ce bilan, on peut le faire à partir de quel âge pour qu'il soit suffisamment éloquent? Puisqu'on sait que, par ailleurs, on croit savoir en tout cas, la maladie évolue très lentement. Donc entre le moment où il y a les premiers signes, semble-t-il, et puis le moment où on peut poser un diagnostic, il s'est passé beaucoup de temps. Donc c'était pour le bilan et c'était pour la prévention. Voilà, mes 2 questions étaient là. Non, alors cette question, et puis l'évolution aussi, quand on fait un diagnostic relativement tardif, autour de 80 ans par exemple, passé, on dit aussi que la maladie évolue beaucoup plus lentement que lorsque le diagnostic est posé beaucoup plus tôt. Donc, rapidement, voilà, j'ai dit qu'il y avait une dimension familiale de la maladie. Elle est associée dans cette dimension familiale à une dimension précoce. Les symptômes sont portés autour de 50-55 ans, même avant. Ensuite, donc, si on parle de 99% des cas qui vont être sporadiques, ils interviendront après l'âge de 65 ans. Donc c'est à partir de là, ce que vous parliez de bilan, donc l'examen clinique devrait être fait tous les 2 ans. Et ça, c'est évidemment, c'est du domaine de la santé publique. On devrait imaginer que au niveau national, on mette en place un dispositif pour qu'on soit tous testés après l'âge de 65 ans sur des questionnaires, des quiz, vous voyez. Et ce qui est intéressant, c'est pas « oh là là, j'ai raté le bilan ». Non, c'est voir tous les ans, tous les 2 ans, et voir la dynamique, et voir s'il y a des choses qui apparaissent. Donc, parce qu'aujourd'hui, on a les moyens d'objectiver la maladie. C'est plus au doigt mouillé.
Vous voyez, on a des critères de maladie. Et puis ensuite, pour la thérapie, est-ce que vous parliez de quelles sont les bonnes conduites? Eh bien, je vais vous donner, mais j'ai pas le temps de développer. Désolé, je vous donne ça comme voilà, sans trop chercher à vous convaincre. Les produits alimentaires fermentés sont indispensables. Tout ce qui va être légèrement acide dans la bouche, genre la saucisse sèche ou le yaourt, sont des composés. Voilà, vous amenez des lactobacillus dans votre intestin. Et je disais en aparté tout à l'heure à Bertrand que il y a 2 ans, nous avions publié un article montrant que la maladie d'Alzheimer pouvait être contagieuse parce qu'on avait montré que le transfert du microbiote venant de personnes atteintes ou saines, atteintes donc de la maladie d'Alzheimer, eh bien produisait la maladie chez nos petites souris qui étaient en bonne santé. Et quand on a regardé quels étaient les facteurs qui allaient accélérer le vieillissement de nos souris, nous sommes tombés donc sur des bactéries qui sont les ennemis des lactobacillus. Donc plus vous mangez des produits fermentés, moins vous avez d'inflammation, parce que, pour faire très 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 court, je dirais qu'aujourd'hui, l'hypothèse de travail sur laquelle la planète entière travaille pour les chercheurs, c'est de dire que la maladie d'Alzheimer, comme les maladies neurodégénératives, sont un cerveau enflammé. Comme on a le foie enflammé, comme on a les articulations parfois enflammées, le cerveau enflammé donne cette dégénérescence. D'où l'intérêt de pouvoir accoutumer notre système immunitaire en ayant ces produits fermentés. Et c'est dommage de voir que sur la planète entière, dans nos régimes alimentaires, les produits fermentés sont en train de disparaître. Donc prenez du kéfir, du kombucha et toutes ces choses-là. Merci du conseil. Je vais juste moi aussi me permettre de rebondir sur 2 mots. D'abord, la question de poser une étiquette, parce que c'est ça dont il s'agit. On sait bien que c'est à double tranchant, c'est ça dans tout type de maladie. C'est-à-dire qu'à la fois, ça permet de mieux comprendre pour pouvoir agir, et à la fois, ça enferme l'autre dans une définition qu'il subit parfois. Donc en fait, on est toujours... Moi, j'ai l'impression qu'il y a toujours un équilibre fragile entre... parfois, on a besoin de nommer la chose, et puis parfois, la nommer, ça nous enferme. C'est compliqué en fait de faire avec ça, mais je crois qu'on est obligé d'osciller. D'ailleurs, les gens qui souffrent d'une maladie, moi quand je travaille avec des gens en situation de handicap, ils disent souvent presque dans la même phrase, mais moi j'ai besoin d'être considéré comme une personne handicapée, donc j'ai besoin de bénéficier de soutien supplémentaire, etc. Et puis peut-être juste après, ils vont dire non mais moi je suis une personne comme tout le monde, hein. J'en ai marre qu'on me prenne pour un handicapé, moi je suis une personne avant d'être... Donc cette ambivalence-là, elle n'est pas à annihiler, elle est à prendre en compte. Et je crois que le soin, il vient aussi de prendre en compte ces 2 dimensions, à la fois pouvoir nommer et à la fois ne pas enfermer dans l'étiquette. Et la deuxième chose, pardon, c'est la question je sens bien que la question de la maladie d'Alzheimer, parce que sans doute on est tous confrontés à la maladie d'Alzheimer, c'est 1 million de personnes, c'est donc 3 millions d'aidants qui sont en première ligne, c'est en termes de seconde ligne au moins 10 millions de personnes, donc on a vite compris que tout le monde était concerné et a envie de trouver des solutions à court terme, enfin pour sa vie personnelle. Et moi j'ai l'impression qu'il faudrait qu'à la fois on ait ce débat et à la fois qu'on ait un débat politique, un débat de société. C'est-à-dire, elle nous pose aussi une question vertigineuse. Qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui sont plus dans la norme, qui rentrent plus dans la norme de notre société, qui sont considérés comme vulnérables, fragilisés? Est-ce qu'on en fait uniquement, encore une fois, des objets de soins dans des lieux spécialisés, ou est-ce qu'on se dit il faut créer des co-responsabilités, il faut arriver à penser ensemble les choses de telle manière que on arrive à continuer à se sentir vivant ensemble jusqu'au bout. Ça, c'est une question, je parlais du système dans lequel on était, c'est une question profondément politique, en fait. C'est une question politique parce qu'il y a une question, notamment dans le soin, qui est primordiale, c'est la question du rapport au risque. Si vous êtes dans l'institution et que quelqu'un chute, finalement, l'institution, elle a peur, donc du coup, elle ferme tout. Ok. Et les mêmes familles qui vont regarder ce film-là, peut-être, et dire « Ah là là, c'est extraordinaire, c'est ça qu'il faut faire ». Le jour où il y a un proche qui a un problème dans une institution, qui tombe, qui part, etc., la première chose, c'est de dire « Ah non, mais qu'est-ce qui s'est passé là? C'est quoi la traçabilité et peut-être porter plainte ». Donc tant qu'on continuera à nourrir le monstre qu'on dénonce et qu'on ne sera pas capable, ensemble, de prendre des risques pour continuer à se sentir vivant, parce que oui,
Vivre ça, ça veut dire peut-être être moins exigeant sur la traçabilité de la nourriture, peut-être risquer des chutes, risquer des fugues, comme on les appelle, même si je trouve que le mot est pas très joli. Est-ce qu'on est encore capable de prendre des risques pour se sentir vivant ensemble? Ça, c'est une question qui nous regarde collectivement, et c'est donc une question de société qu'il faut arriver à politiser. Merci beaucoup. Je trouve que c'est une belle conclusion. Pierre-Marie, je ne sais pas si tu as rien à ajouter, on peut... Écoutez, merci d'être venu, d'avoir participé et ravi de vous retrouver un jour à Paris ou à Agen.